Bonjour, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur la chaîne de Glénat et sur la mienne en simultané pour une émission BD où on va parler de parentalité. Alors il y a plein de nouvelles sorties qu'on va vous présenter aujourd'hui, enfin nouvelles sorties de cette année 2025. Vous avez peut-être eu la chance de les lire en librairie. On va vous présenter aujourd'hui L'arnaque des nouveaux pères, une enquête sur une révolution manquée et Chère maman, les mères, merci beaucoup, j'ai assistant, c'est incroyable. Chère maman, les mères aussi peuvent être toxiques, pareil, sorti en ce début d'année. Et à mes côtés, j'ai les auteurs et autrices de ces BD. Donc bonjour et bienvenue. Bonjour. Bonjour, merci. Je vous propose pour commencer peut-être de faire une présentation des BD puis de vous présenter vous aussi par la même occasion. Dans le chat, n'oubliez pas qu'il y a une opération en cours. Si vous achetez 2 romans graphiques Glénat, vous repartez avec un tote bag en plus, voilà, de 47 cordes, donc profitez-en. Et puis ça va peut-être être l'occasion pour vous aussi de découvrir les 2 BD dont on parle. N'hésitez pas, dans l'espace commentaire, je vous lirai, à dire si vous avez lu les BD, si vous avez apprécié, si vous avez des questions, ou si vous les découvrez, comme ça on se rend compte aussi combien de gens découvrent les BD avec nos émissions. Pour l'arnaque des nouveaux pères, on va peut-être commencer par celle-ci. C'est une enquête journalistique avec des interviews. C'est une introspection aussi sur qu'est-ce que c'est qu'être père aujourd'hui et le maintien aussi des privilèges masculins à travers la question de la parentalité. Est-ce que vous pouvez nous présenter, vous, comment vous avez commencé à travailler sur cette BD et puis quelle est votre position par rapport à tout ça? Ce que vous faites dans la vie à côté? Vous êtes journaliste, mais voilà. J'y vais. Moi, je suis Guillaume Dodin, je suis journaliste à l'agence France Presse, j'ai 38 ans. Et en fait, on avait déjà fait avec Stéphane Jourdain à ma droite une BD sur la contraception masculine. Donc, c'est des sujets l'égalité homme-femme qui nous plaisent bien. On trouve que c'est important qu'il y ait des mecs qui prennent en main ces sujets. Et à chaque fois, on essaye d'avoir une perspective, on va dire, masculine, c'est-à-dire de prendre cet angle-là avec la question de ce que font ou ne font pas les mecs là-dedans. Et donc, après la question de comment ne pas avoir des enfants, il y avait la question de comment faire quand ils sont là. Et donc, on s'est posé des questions sur la paternité, la nôtre, et puis celle qu'on voit autour de nous. Il y avait beaucoup de femmes qui nous parlaient de leur couple, du fait qu'elles avaient des difficultés parfois, enfin elles en avaient marre de tout gérer et elles avaient l'impression que c'était elles qui géraient tout alors même qu'on leur disait que ça allait être égalitaire. Et donc on a eu envie de faire l'arnaque des nouveaux pères. La contraception n'a pas marché, donc on est devenu papa. Qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? C'est le sujet du livre. Et donc moi je suis Stéphane Jourdain, je suis journaliste à France Inter et j'ai 3 enfants et j'ai 46 ans. Super. Après, on peut peut-être commencer par ça aussi, l'âge de vos enfants, comme ça on les a en tête. Ouais. 7, 9 et 13. Ok. Ouais, moi c'est 6 ans. Ok. Juste. Très bien. Et donc pour la deuxième BD qu'on va voir aujourd'hui, c'est Chère maman, les mères aussi peuvent être toxiques. Donc l'histoire, c'est, en tout cas les premières pages de la BD, ça revient sur une maman qui se rend compte que, en fait, à travers les compliments qu'elle fait à sa fille, elle se rend compte que sa mère à elle est toxique. Et c'est un point de départ de la BD. Voilà, sous les yeux de sa propre mère, elle se rend compte qu'il y a un problème, que sa mère est toxique, et potentiellement que du coup, elle peut être aussi une grand-mère toxique. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu la BD? Est-ce que vous faites en dehors de cette BD-là? J'y vais alors. Donc moi, je suis l'illustratrice de cette BD. On se connaît avec Sophie depuis 15 ans et on voulait bosser ensemble. Voilà, on cherchait un sujet. Et à chaque fois qu'on s'écrivait, qu'on s'envoyait des messages et tout, invariablement, on revenait sur nos mères. D'accord. Et c'est lancé, comme dit très bien Sophie, le concours à qui allait avoir la mère la pire. Et on s'est dit qu'en fait, c'était ça notre sujet. C'était les mères un peu toxiques. Et puis, il y avait, dans un roman que j'ai écrit, il y avait un oui, personnage de mère. Oui. De mère pas sympa, et toi tu m'as dit il faut que tu fasses quelque chose avec ce sujet de la mère, et je pense que c'est peut-être aussi l'impulsion qui me manquait pour le point de départ du scénario, parce on avait lancé plein de sujets toutes les deux, et celui-là c'est vraiment imposé. Tu fais de la BD depuis combien de temps, toi, mademoiselle Caroline? Je crois que je sais pas. Depuis très longtemps. Non, pas tant, je dirais 10 ans, 15 ans. Oui, bon voilà, très longtemps. Ouais, si, ça fait longtemps. Si, je trouve que ça fait D'accord, longtemps. ok. Ouais, quand même. Ok. Quand même, c'est une vraie carrière, quoi. Et Sophie, toi, t'écris des livres à côté depuis très longtemps aussi. Depuis une quinzaine d'années. Ouais.
Et depuis presque une quinzaine d'années, je me consacre uniquement à l'écriture et j'ai publié principalement des ouvrages jeunesse. Super. Et pareil, l'âge de vos enfants? 22 ans pour l'aîné, et après j'ai des jumeaux de 17, bientôt 18 ans. Ok. 5 et 9. Très bien, comme ça on a en tête un peu. Et moi je n'ai pas d'enfant, voilà, et j'ai 29 ans, comme ça on a fait le tour complet. Il y a Manon dans le chat qui dit « Je les ai lus et je les recommande à 100%, de belles BD au sujet important. Merci à Gléna de proposer ce live avec Maudie. » Voilà, donc on a quand même des gens qui ont lu les BD. C'était une interrogation, est-ce qu'on peut parler vraiment pleinement du sujet ou est-ce qu'on fait juste un petit teasing? Mais voilà, je pense qu'on peut y aller pleinement et puis ce sera plus intéressant. Alors, la parentalité peut revêtir différentes formes, mais dans vos BD, quand même, on parle majoritairement des couples hétérosexuels. Dans ce cadre-là, maintenant qu'on a en tête, juste, est-ce qu'on peut faire un peu un tour de table de ce que vous pensez être un bon parent? Non, mais voilà, les trucs qui font que vous dites ça, c'est un truc vraiment qui fait que je peux avoir un lien avec mon enfant, ou alors au contraire avec un de mes parents. Tu veux que j'y aille? Non, que le premier qui a un truc intelligent à dire le dise. Mais non, bon parent, je pense que c'est plus facile de répondre à cette question qu'à la question de qu'est-ce qu'un bon père, qui est quand même bien ardu parce que est-ce qu'il y a une spécificité liée au genre, etc. Et il y en a une puisque les pères sont assez souvent pas complètement au rendez-vous et qu'en plus ils se racontent un peu une histoire en croyant qu'ils partagent équitablement les tâches et qu'ils sont également présents pour leur enfant. Donc il y a une spécificité. Un bon parent, moi je crois que je vais réfléchir pendant tout le Twitch et à la fin je vais essayer de te donner une réponse. Non mais en fait c'est comme le point des deux BD sont souvent un problème, où on se rend compte qu'il y a un problème. C'était intéressant de voir l'idéal aussi peut-être, ce que vous projetez, vers quoi vous voulez tendre. Moi j'aurais envie de dire que c'est quelqu'un qui arrive à donner énormément d'amour, à faire sentir son enfant en confiance, à lui donner les armes pour être le plus autonome, le plus serein possible dans sa vie. Et donc, il faut trouver la bonne recette pour ça. La recette, je ne sais pas si elle est unique, je ne pense pas qu'elle soit unique, mais c'est vraiment ça, réussir à transformer un tout petit être en grande personne avec le moins de casse possible et avec le plus de force et de confiance et de vision de comment ce petit être peut, en étant grand, se comporter bien en société, quoi. Et en disant ça, j'ai déjà l'impression de charger un petit être de beaucoup de choses. Mais et justement, la question que pose super bien votre bouquin, je trouve, c'est comment on fait pour ne pas transmettre à ses enfants le truc qu'on a reçu en capital de nos parents et qui peut être négatif, néfaste. Et c'est tellement facile de se laisser aller à reproduire ce qu'on a reçu que c'est un vrai effort, quoi. Oui, peut-être que c'est ça finalement, faire un effort constant pour prêter attention à ce qu'on fait porter sur nos enfants. Ouais, parce que du coup, moi, j'ajouterais le fait de ne pas être dans le jugement et le fait d'être là moins en temps matériel qu'en pleine présence quand on partage des moments avec les enfants. Après, cette question-là de la peur de reproduire, effectivement, moi, je sais que ça me demande un effort presque quotidien, mais c'est déjà bien d'avoir identifié. Ça veut pas dire que je ne vais pas faire d'erreurs, mais en tout cas, je pense avoir identifié les erreurs que je ne vais pas reproduire, que je ne vais pas faire. Mais ça correspond peut-être aussi à mes plus grandes craintes. Donc, je sais ce que j'évite. Mais les contours de ce qu'il faut faire pour que ce soit vraiment bien, je pense qu'il faut toute la vie, en fait, pour arriver à s'en rendre compte. Alors, c'est ce que m'a dit ma psy. J'ai parlé de ton bouquin à ma psy cette semaine et elle m'a dit, à partir du moment où déjà vous identifiez les trucs relous que vous refilez à vos gamins, vous avez déjà fait la moitié du boulot, quoi. Ouf. Et j'étais hyper content d'entendre ça. Oui, parce qu'il y a des gens qui refusent d'identifier les problèmes, ce qu'on voit peut-être dans votre BD aussi. Alors, moi qui ai des enfants a priori plus âgés que les vôtres, je suis en train d'apprendre aussi que la position de parents change en fonction de l'âge de l'enfant. C'est-à-dire que ce que j'avais identifié comme erreur à ne pas reproduire, que j'ai donc pris totalement à contre-pied, j'ai tout évité et tout, j'étais super, et bien maintenant c'est en train de se refermer comme une espèce de piège où mes enfants étant grands, je ne peux plus avoir cette position que j'avais quand ils étaient petits, c'est-à-dire que je ne voulais pas être la mère comme la mienne,
qui jugeait, qui orientait, qui les brimait en quelque sorte dans leur goût, dans leurs désirs, etc. Et petit à petit, je pense que je me suis trop transformée en mère copine. Ah oui. Ils savent toujours que je suis la mère, qu'il n'y a pas à discuter quand j'élève la voix, etc. Mais au quotidien, je pense que je suis trop la mère copine. C'est mon psy qui m'a dit ça il y a 2 jours. C'est pour ça que ça me fait marrer. Ils arrivent dans 5 minutes les deux. Et voilà, donc, mais ça c'est uniquement parce que maintenant ce sont quasiment des adultes aussi et que voilà, il faut... et ça a quoi comme conséquence le fait que... je suis beaucoup moins respectée. Je suis plus traitée vraiment comme une copine, mais après, là où on habite... les ados, les enfants, les adultes sortent tous ensemble. C'est un tout petit village, on sort ensemble. On est tous au même club de rugby, on a tous été joueurs, donc on est tous en 3e mi-temps après. Donc ça se mélange un peu et c'est... Alors je trouve ça génial, mais en fait, on en vient à sortir en boîte avec nos enfants, etc. Et je crois que c'est pas très bien. Ah oui. Voilà. Il y a un peu de confusion, quoi. Ouais. Ah, c'est super intéressant. Est-ce que vous avez des bonnes relations avec vos parents dans le chat? N'hésitez pas à nous dire. J'ai l'impression que voilà, en fait, c'est toujours un sujet, même quand on a une bonne relation avec nos parents, comment est-ce qu'on la maintient ou comment est-ce qu'on crée des interactions aussi, et comment est-ce qu'on fait perdurer ces interactions, ou justement, au passage à l'âge adulte aussi, avec un gain d'indépendance, c'est pas forcément quelque chose de facile. Et justement, du coup, il y a la question des frères et sœurs, parce que nous, on en a beaucoup discuté. Il y a des parents qui font en sorte que le lien qu'ils ont à leurs enfants prime sur les liens qui se créent dans la fratrie, et des parents concrètement qui divisent en fait. Je ne sais pas si c'est forcément pour mieux régner, mais en tout cas, on avait eu cette réflexion de réussir à laisser s'établir un lien entre nos enfants qui nous échappe peut-être, et accepter en fait que ça nous échappe. Alors ça ne marche pas pour toi, mais tu... Non, mais moi j'ai un grand frère, donc je vois très bien ce que tu veux dire. Et ça, on parle peu, en fait. On est toujours dans le lien parent-enfant, mais en fait, il y a aussi des choses qui se passent au sein de la famille avec le reste de la fratrie, quoi. Ouais. Moi, je dis toujours que ma plus grande réussite, c'est que mes enfants s'entendent bien entre eux. Oui. Voilà, c'est tout. Oui, puis en même temps, c'est quand même difficile d'avoir une prise là-dessus, quoi. Mais c'est un travail actif, en tout cas. Oui. Ouais. Les gens dans le chat sont plutôt négatifs, relation pourrie avec leurs parents, ou au moins 1 sur 2. Relation terrible, je suis en pleine phase de la peur de reproduire, parce que j'ai beaucoup de personnes dans ma communauté aussi qui sont jeunes parents et qui du coup se posent ces questions-là. On va pas avoir de réponse à vous apporter pendant le stream, mais au moins voilà, des questionnements qui viennent nourrir tout ça. Et si les BD vous intéressent, vous pouvez tenter de les gagner avec point d'exclamation parents au pluriel dans les 2 chats. Donc optimisez vos chances, allez aussi sur Glénat Live pour tenter de gagner la BD ou sur Maudit pour essayer de gagner la BD. Voilà, les 2 BD. À quel moment vous avez compris, vous, que la situation était pas normale, en tout cas soit l'investissement des pères, que peut-être que c'était pas assez, ou que il y avait une relation qui n'était pas banale et qui était voire toxique avec votre mère. En tout cas, pour faire un sujet, quoi. Bah, moi, je vois très bien un moment où... quelques mois avant la naissance de ma fille, on a une embrouille avec ma copine parce qu'elle a acheté tout un tas de vêtements pour notre fille à naître. Et je lui avais déjà reproché qu'elle ait acheté trop de vêtements en lui disant il n'y aura pas besoin d'autant de trucs, de body là, qu'est-ce que c'est que ce délire? Et on s'était déjà embrouillé là-dessus, mais parce que je n'avais pas conscience qu'il y aurait besoin d'autant de vêtements. Et on s'est réembrouillé parce que j'avais pris ça à la légère. Je sais pas, on les avait lavés et je les avais étendus un peu n'importe comment. Les trucs allaient sentir le moisi et l'humidité. Et je sais plus ce qu'elle m'a dit, mais je me suis dit, en fait, là, tu t'écris des BD sur l'égalité homme-femme et tu te prétends concerné par ça, mais tu n'es pas encore rentré dans le truc. Et elle était déjà enceinte, je pense qu'elle était évidemment rentrée plus tôt que moi dans cette histoire et elle avait conscience plus tôt que moi de ce que ça allait impliquer. Et voilà, et après ça a continué un petit peu plus tard sur un certain nombre de choses où je me suis dit que je n'étais pas forcément à la hauteur de ce que je prétendais être. Et quand après on a eu en parallèle de ça tout un tas de témoignages de femmes autour de nous, de copines, quoi, qui racontaient, c'est des témoignages qui apparaissent, il y en a une qui racontait que son mec vraiment l'opprimait, la violentait psychologiquement, voire physiquement. Il y en a une autre qui racontait que son mec
qui souriait à tout le monde, en fait, n'était pas du tout au niveau, ne faisait rien, et que c'était un calvaire pour elle. Et encore une autre copine qui racontait la même chose. Je me disais, en fait, ce sujet-là, c'est pas les autres, c'est moi, et c'est tout mon monde autour de moi, et donc c'est bien d'en parler, quoi. Moi, j'ai eu une espèce d'épiphanie quand on a rencontré une chercheuse sociologue qui s'appelle Alix Ponton, qui a beaucoup travaillé sur ces questions et qui nous a dit que en fait, les pères s'impliquaient le plus dans les tâches qui sont les plus valorisées socialement, soit socialement par la société, l'entourage, mais y compris aussi celles qui sont plus valorisées par l'enfant, quoi. Le fait de lui donner à manger plutôt que de préparer la purée, le fait de jouer avec lui plutôt que de préparer les vêtements pour l'école le lendemain. Et vraiment, quand elle a fait cette espèce de radioscopie des tâches les plus faites par le père, j'étais vraiment dedans, je cochais toutes les cases, quoi. Et donc voilà, ça a été ma petite claque à moi. Moi, c'est quand je suis devenue mère et que j'ai compris ce qui s'offrait à moi comme possibilité d'éducation et de relation à mon enfant, mon premier enfant, que je me suis dit, en fait, il y avait d'autres options que ce que j'ai reçu de la part de ma mère. Donc, c'est là que j'ai commencé à me dire qu'il y avait quelque chose qui clochait. Alors que pour moi, c'était le seul modèle existant, puisque c'était celui dans lequel j'avais été formatée, dressée, je ne sais pas, construite. Donc, c'est clairement l'arrivée de mon premier enfant qui est venu comme superposer une réalité possible, avec bien sûr l'apport du deuxième parent de mon enfant. Et me faire changer de point de vue sur ce que j'avais reçu comme éducation et ma relation à ma mère. Et ça, c'était à quel âge? Juste pour qu'on se rende compte. J'avais 33 ans à la naissance de mon premier enfant. Ouais, donc c'est quand même tardif. Ouais. Non, mais voilà, tout ça pour dire que les gens... Oui, en tout cas, j'étais adulte. Je pense qu'il y a plein de gens qui portent une culpabilité de ne pas se rendre compte avant qu'il y a un problème. Alors qu'en fait, ça peut arriver très tard de se rendre compte qu'il y a un dysfonctionnement dans le rapport parent-enfant. Oui, mais on est formaté, on ne s'en rend pas compte. Moi, je m'en suis rendu compte en voyant, quand j'ai déménagé de Paris pour m'installer en Haute-Savoie. D'accord. Et j'avais une voisine qui avait l'âge de ma mère, avec qui je prenais vraiment plaisir à boire un café tous les matins. Et ça fait 25 ans qu'on boit un café quasiment tous les matins. Elle a donc toujours l'âge de ma mère. Et le plaisir est toujours le même. Et je me suis rendu compte que quand ses filles l'appelaient ou quand ses filles passaient, elle a 2 filles aussi, elle était contente de les voir, mais ça se sentait. Elle leur faisait sentir, elle ne les jugeait pas. Les filles arrivaient et pouvaient demander « J'ai fait un trou à mon jean, est-ce que tu peux me le recoudre ? Samedi, je vais faire ci, est-ce que tu peux gérer les enfants ?» C'était oui, sans problème, sans rançon, sans... Voilà, et je me suis dit, c'est possible. Elle ne les jugeait pas, elle ne les critiquait pas, c'était naturel. Du coup, les filles arrivaient et rendaient des services aussi. Enfin, il n'y avait que de l'amour. Voilà, c'était simple. Donc là, c'est plutôt le fait de voir un autre modèle. Oui, un autre modèle. Et d'être confronté à un autre modèle. Je m'en étais pas rendu compte avant. Je me suis dit, c'est cool en fait. Et c'est pareil, c'est plutôt à quel âge du coup? Eh bien, j'avais 26 ans. Ok. C'est intéressant. Vous, de votre côté, dans la BD, il y a un passage où vous allez questionner vos pères. Est-ce que vous pouvez revenir là-dessus, cette question du modèle, et peut-être aussi un écart générationnel sur ces questions-là, ou peut-être que les pères ne peuvent pas comprendre pourquoi on se pose ces questions-là. Enfin, voilà. Ça peut les surprendre. Ouais, c'est vraiment un moment qu'on a repoussé. Enfin, on savait qu'il fallait le faire à un moment dans la BD. On l'a repoussé au maximum. On l'a fait au dernier moment un peu. On n'avait pas envie. Je pense qu'il y a un truc très masculin. À pas vouloir se confier, à pas vouloir revenir sur nos failles, nos sensibilités, nos fragilités. Moi, je savais que pour mon père, ce serait assez désagréable de devoir passer par là. Je crois que c'était un peu pareil pour Guillaume. Et donc, je pense qu'en tout cas, de mon côté, c'était un moment très masculin. Voilà, il y avait un petit côté de 2 parpaings qui essayent de discuter ensemble. Après, moi, je suis super content de l'avoir fait parce que finalement, on n'est pas resté des parpaings pendant toute la discussion. Et même si c'était léger, ça a quand même permis d'avoir une discussion qu'on n'aurait jamais eue sinon. Et ça me fait penser, il y a un photographe qui fait un projet dans le monde entier de prendre en photo, j'ai plus son nom en tête, un père avec son fils. Et à chaque fois, il leur demande sans les prévenir de se tenir la main pour la photo.
Et en fait, pour la plupart, c'est la première fois qu'ils tiennent la main de leur père depuis 30 ans, enfin depuis qu'ils sont gamins. Et donc à chaque fois, ça génère des choses très touchantes et très nouvelles en tout cas. Et là, c'était un peu ça aussi. Et puis, et voilà, moi j'étais très surpris aussi par toutes les réponses qu'il m'a données. Je ne m'attendais pas du tout à ce qu'il a dit. Donc voilà, discuter avec vos pairs, ça vaut la peine. Je comprends l'idée de repousser par contre, Ouais. de craindre le moment. Bah, parce que tu crains, je pense, ce que tu vas mettre en évidence, que peut-être tu connais déjà, et puis aussi les réponses que tu vas avoir. Moi, je trouvais ça, j'avais dit dès le début à Stéphane que ça faisait partie du package. Je pensais d'avoir nos pères et nos copines dans la BD, parce que je trouvais que c'était le meilleur moyen d'avoir une forme d'honnêteté par rapport à qui on était nous-mêmes. Et c'est pareil, moi je l'avais dit dès le début, donc j'étais presque plus force motrice là-dessus, mais j'ai mis un temps fou. J'ai fait une première discussion qui était inconséquente. J'ai pris 3 notes avec mon téléphone et après je me suis rendu compte qu'il n'y avait rien à en faire parce que c'était une vague discussion, il y avait ma mère à côté, enfin ça n'allait pas. Donc j'ai repris un moment, 1 an plus tard je pense, pour le faire. Et c'était quand même intéressant parce que ça m'a permis de bien réaliser certaines choses, d'avoir mon père qui me disait que par exemple il s'était occupé de certaines choses, alors genre je sais pas, les couches quand j'étais petit alors que j'imaginais qu'il ne l'avait pas fait, et de comprendre aussi le contexte qu'il y avait à ma naissance, c'est-à-dire lui qui travaillait de nuit, qui n'avait pas le choix et qui ne pouvait pas forcément être là à certains moments. Et puis des choses que je savais déjà, il est né en 47, son éducation et sa jeunesse n'était pas du tout celle qu'il y avait à mon époque, et que ce contexte-là, en discutant avec les parents, on se rend compte à quel point aussi notre contexte de naissance peut jouer beaucoup. Ça veut dire qu'on n'est pas contraint là-dedans et qu'on n'est pas déterminé par ça, mais ça peut quand même entraîner des choses sur ce qu'on va être, quoi. Moi, mon père, il est né dans un milieu populaire juste après la guerre, donc c'était pas la rigolade, quelque chose d'assez autoritaire, et forcément, il a reproduit ça quand on est né, quoi. Et sur l'implication par rapport aux enfants, donc là le fait d'être plutôt grand-père ou grand-mère dans le cas des mères toxiques, est-ce que vous avez remarqué un changement aussi dans la relation ou une amplification des problèmes à ce moment-là, au moment où vous êtes vous-même devenue maman? Moi, ça a tout bouleversé quand je suis devenue maman. D'accord. Je tenais plus en fait, c'est comme si un barrage cédait. D'accord. C'était ce qui était supportable ne l'était plus en fait. Et la moindre réflexion que on me faisait, je la supportais pas, je l'entendais pas, je pouvais pas. Et évidemment, la majorité des réflexions venaient de ma mère. Et c'était un refus d'obstacle total, quoi. Il a fallu qu'on règle nos comptes à ce moment-là. D'accord. Voilà. Mais c'était assez violent parce que je ne l'ai pas vu venir. Bah oui, c'était difficile à anticiper de toute façon. Ouais. Et moi, j'ai vu en fait qu'en tant que grand-mère, ma mère cherchait à reproduire entre mes enfants ce qu'elle avait mis en place entre ma sœur et moi, parce qu'on est 2 aussi. Et là, je me suis dit que ça n'était pas, n'était pas possible en fait, que je voulais être complètement libre dans ma relation à mes enfants et pas qu'elle distribue les cartes comme elle l'avait fait à la génération précédente. Mais je sais que en fait, ce formatage que j'ai eu m'a empêché de voir chez d'autres parents la bienveillance. Et jusqu'à il n'y a pas très longtemps, en fait, je n'arrivais pas à croire que la bienveillance était pure. Je soupçonnais toujours une manipulation, une duperie, où je me disais qu'il va y avoir un retour de bâton hyper fort parce que je ne connaissais que ça. Et ma belle-mère, je parle d'elle en disant que c'est mon baromètre de normalité. Quand je cherche un point d'équilibre par rapport à ma façon de penser les parents, je me dis toujours non, il existe autre chose. Mais chez les parents des autres, ou tu vois, comme tu parlais de cette dame chez qui tu prends le café, je me dis toujours que ça peut pas être gratuit. En fait. Y a une parce que chez moi, c'était toujours conditionné et donc j'ai mis du temps à comprendre qu'autre chose existait. Moi, on rebond juste sur ce que vous venez de dire toutes les deux et ce que vous aviez dit avant. Je trouve les modèles qu'on va découvrir ailleurs,
c'est assez fascinant. Moi, ça m'a fait des chocs. Je ne vais pas dire que j'ai eu 2 belles-mères. Enfin, j'ai été 5 ans avec une fille que je voyais vraiment très souvent, ses parents. Et je les trouvais merveilleux de bienveillance. Et là, les beaux-parents que j'ai sont vraiment fantastiques et complètement dédiés à ma fille. Ils n'habitent pas à Paris, mais on prend souvent cette métaphore. Je claque des doigts, ils sont là dans 3 heures pour 2 mois s'il le faut pour s'occuper de ma fille. Ils adorent, ils sont toujours demandeurs sans frein. Et c'est assez dingue de voir ce miroir que ça crée et de se dire, en fait, ça peut être léger, très bienveillant, très sincère, très sympa, quoi. Moi, j'ai l'impression que du coup, l'enquête que vous avez faite avec la BD vous a rendu méfiant de vous-même et des autres hommes, de dire, OK, peut-être il faut qu'on fasse attention à ce qu'on fait, qu'on soit plus proactif. Est-ce que maintenant, vous portez une parole aussi un peu différente à votre entourage, aux autres hommes que vous fréquentez, dans vos cercles d'amis ou les collègues ? Bah oui, on est un peu obligé quand même si moi je ne m'érige pas du tout en modèle. C'est-à-dire que c'est vraiment d'abord un travail de journaliste. Voilà, si les hommes se racontent une histoire, ça me donne envie de le raconter. Et puis sur la BD d'avant, le tabou de la contraception masculine et de tout ce que ça charrie comme problématique. Mais oui, évidemment que ça n'aurait pas de sens de faire ces livres sans se remettre en question. Et du coup, on est un peu obligé aussi. Et puis parce que nos potes nous y obligent aussi. Enfin, sur la contraception masculine, on a tous les deux eu des messages en mode « Mais pourquoi vous vous mettez sur ce sujet? Arrêtez de parler de ce truc. Il faut tout aller bien. Qu'est-ce que vous venez foutre la merde ?» Et sur l'arnaque des nouveaux pères, c'est un peu pareil aussi. Donc oui, on y est un peu contraint. Ouais. Oui, c'est vrai que ça peut rendre un peu, genre, je sais pas comment dire, un peu analytique par rapport à son entourage, en mode on regarde et on se dit, et ça peut être à l'égard des femmes et des hommes, ça veut dire que une nana qui va arriver, une copine en me disant, moi j'ai de la chance, mon mec il est vraiment formidable, il fait tout, j'ai toujours un petit truc de, j'y crois pas trop, et c'est très bête parce que comme le dit Stéphane, on n'a pas à être dans le jugement, puis on met justement dans la BD nos propres écueils, mais ce qui se passe, c'est qu'on voit aussi les statistiques, la tendance générale qui est lourde, qui montre une inégalité profonde, et qui est une inégalité qui parfois se niche dans des détails très insidieux, dans des choses qu'on ne conceptualise pas. On interviewe dans la BD une chercheuse suédoise, une militante suédoise qui vient de sortir un livre qui s'appelle « Tout ce qu'on ne voit pas ». Elle parle en fait de la charge mentale vraiment très invisible, typiquement qui prend les photos de famille. Ce n'est pas essentiel, ce n'est pas capital, mais en même temps, elle dit la personne qui est chargée de faire le récit familial, qui est chargée de raconter ça, c'est souvent les femmes dans les couples hétéros, et du coup, elles sont absentes de ces photos, parce qu'il y a l'idée, c'est qu'on va surtout prendre en photo les mecs pour compenser le fait qu'en réalité, ils ne sont pas tout le temps là, et ils ne s'occupent pas autant que ça des enfants. Et ça, c'est, voilà, donc du coup, ça fait que toutes ces petites choses qu'on a découvertes en écrivant la BD, je pense qu'on a ce petit filtre dans les yeux quand on regarde. Ça fait faire un pas de côté, forcément. Ouais. C'était intéressant cette question des photos parce que du coup, ça m'a fait reposer la question aussi où moi, du coup, j'ai beaucoup de souvenirs où mon père râle même de l'idée de prendre une photo. Où ça l'agace, il n'a pas envie. Voilà, on est en train de faire quelque chose d'intéressant, puis là, il faut s'arrêter pour prendre une photo. Qui au final, lui, il se retrouve dessus en râlant et ma mère n'est pas dessus. Alors qu'elle sait l'importance que ça a parce que après, des années après, on regarde les albums, on est bien content. Mais du coup, effectivement, elle porte cette charge du souvenir en fait. Ouais. Moi, je suis jamais sur les photos. Ah oui? Non plus. Non. J'ai entendu parler de ce truc il y a quelques temps et j'ai fait attention, mais c'est moi qui prends les photos. C'est moi qui fais les albums photos parce que je continue à imprimer les photos pour qu'on ait des albums parce qu'on adore les lire et je trouve ça génial. Mais non, je suis obligée de demander. Mais je le fais pas parce que je trouve ça super humiliant. Genre, vous pouvez me prendre en photo s'il vous plaît, je voudrais avoir un souvenir. C'est pitoyable. Moi, je trouve pas ça pitoyable, mais oui, je comprends si. Les seules photos que j'ai, c'est parce que je fais un pauvre selfie comme ça, sans le dire à personne, en essayant d'avoir le reste de ma famille. Ouais, c'est un peu rageant. Mais c'est horrible. Et je crois que c'est avant les grandes vacances de l'année dernière qu'il y a eu un mouvement sur les réseaux sociaux, justement, de mamans disant cet été, on veut être sur les photos autrement qu'en selfie. Parce que, je savais pas. Donc, a priori, c'est vraiment... c'est large comme problème. Mais ce qui est souvent répliqué, justement, c'est dis-le-moi, je le ferai. Mais oui, c'est ça, mais le dis-moi, t'as qu'à me le dire, je le ferai, moi, ça me fout hors de moi. Je comprends. Pour tout, hein. Et ça marche pour tout. Il fallait me dire qu'il fallait mettre la table, je veux dire. Voilà, c'est ce principe-là.
En tout cas, dans les deux BD, il y a aussi un truc qui revient beaucoup, c'est évidemment les souffrances qui peuvent être présentes à l'intérieur de la famille. Un gros sujet qui n'est pas évacué dans les deux BD, c'est celui des violences. Et je trouve ça intéressant que vous les ayez vraiment abordés. Dans Chère Maman, c'est surtout celui des violences psychologiques. Comment est-ce que vous réussissez à transformer ça en BD? C'est quand même un sujet complexe, c'est dur de synthétiser ça en BD. Comment vous avez travaillé sur ça? Justement, les violences psychologiques, elles sont, tu peux les faire valoir dans à peu près aucun cas. Il n'y a qu'en les racontant longuement, alors du coup notre BD elle fait 250 pages, que tu peux décortiquer la façon dont elles se mettent en place. Concrètement, c'était pas très difficile parce que j'ai travaillé à partir de souvenirs, on a partagé des choses et on n'a pas eu grand chose à inventer. Et donc le livre est un bon support pour ça. Et la création d'un fil quand même, il y a un début, une fin, l'histoire, ça aurait pu être une compilation d'anecdotes, vous arrivez quand même à créer toute une narration à partir de ça. Comment vous avez réussi à se dire, voilà, ça va être plutôt notre point pour terminer l'histoire? En fait, l'idée, il y avait quand même le fait que la prise de conscience, c'est pas du tout la fin de l'histoire. Oui. Au contraire, c'est le début. Oui. Que c'est nécessaire mais pas suffisant. Et donc, on voulait accompagner le personnage d'Alix là, on est sur plus de 2 ans en fait, à partir de cette prise de conscience qui est dès l'entrée du livre, pour montrer qu'en fait, quand il y a cette emprise, on peut aussi se dire, je prends de la distance, mais c'est comme un élastique. Est-ce que la personne en face, elle accepte cette distance? Est-ce qu'à un moment donné, il n'y a pas des questions de culpabilisation, de loyauté de filles qui font revenir? Et là, pour le coup, les enfants jouent un rôle hyper fort parce qu'on se dit, je suis plus seule, je suis plus uniquement dans ma position de fille par rapport à mon parent. Il y a aussi le lien entre mes enfants et leur grand-mère. Est-ce que j'en suis responsable? Est-ce que je dois le préserver? Est-ce que je dois le préserver à tout prix? Et donc, il y avait aussi l'idée de montrer ces oscillations du personnage et de dire c'est pas si simple et on n'est pas obligé d'arriver à prendre de la distance du premier coup. Et puis, il y a plusieurs façons de prendre de la distance. Donc, pour ça, il fallait qu'on soit sur une temporalité assez longue, quoi. Ok. Ce que j'ai bien aimé dans ce que vous avez fait, parmi toutes les choses que j'ai bien aimées, c'est comment la grand-mère s'immisce dans l'esprit, les pensées, et c'est le côté toxique de toute façon, mais la mise en scène de ça, où on la voit apparaître petit à petit, rentrer et venir tout perturber, je trouve que ça montre vraiment bien le truc, quoi. C'est bien réussi. C'est un mécanisme. Ouais. Mais c'est une idée que tu as eue tout de suite de la représenter comme ça, partout, en la faisant sortir des cadres. Ouais. Mais parce que plein de fois, je fais des choses et je me dis, oh là là, qu'est-ce qu'elle dirait? Ouais. Ah ouais. Oh bah oui. Ah oui, parce qu'elle est là. Oui, elle est là. Et tu l'as eu tout de suite en termes de dessin, ce personnage noir, très anguleux Non. Tu l'as cherché un peu? Ça a été une vraie question, comment je devais la représenter, parce que j'allais lui donner une apparence, mais il fallait pas que les gens s'identifient. Enfin, si elle avait été trop différente, quoi. Voilà, exactement. Ouais. Donc, évidemment, j'allais vers ma grand-mère maternelle, qui est le point de départ de la malédiction familiale, on va dire. Donc, elle lui ressemble un peu, mais je pouvais pas lui donner de vrais traits. Donc, je l'ai fait. Je me suis dit, oh bah tiens, on n'a qu'à la faire toute noire. Et en fait, je me suis dit, mais oui, mais bien sûr, c'est ça. Ça fait ombre. Elle n'a pas vraiment d'expression, même si on la devine quand même. Elle pouvait pas être appétissante. Elle devait être sèche et cassante, ça c'était sûr. D'accord. Et voilà, avec une petite coupe un peu rétro parce que voilà, ça me fait penser à ma grand-mère. Il y a quelque chose qui permet de représenter sa toxicité aussi au niveau du dessin, au-delà du personnage sombre, c'est les taches quand elle parle, comme si elle crachait son venin. Oui. Pareil, est-ce que c'est que ça arrivait vite ça ou... Non, ça arrivait quasiment à la fin. D'accord. Je ne sais même plus comment c'est arrivé, mais je me suis dit, oh mais oui, mais bien sûr, elle distille. Je crois que c'était une scène où vraiment elle criait très très fort, où vraiment il fallait que ça sortait, mais voilà. Et donc j'ai fait des taches comme ça. Je me suis dit, mais il faut que je fasse en fait à chaque fois qu'elle parle, pas juste quand vraiment la scène est intense. Et voilà, oui, parce que en fait, chaque parole est une poison. C'est un venin. Voilà. Ouais. C'est hyper intéressant. Là, c'est un des leviers qui fait que la BD est un format intéressant pour représenter ça. On n'aurait pas forcément pu faire ça sur un autre médium, quoi. Et tu les as mis partout où il y a des moments où... Non, normalement, j'ai repris dessin par dessin. Ah ouais. Normalement, ouais.
Et tu dessines comment? Tu fais tout au numérique ou pas du tout? Si, maintenant c'est tout numérique. Bon, ça va alors, du coup, c'est moi. Oui. ouais. Non, mais voilà, pour ça déjà. Oui, bien sûr. Bien sûr. Dans l'arnaque des nouveaux pères, il y a une statistique qui est sortie justement de votre enquête, c'est que 75% des passages à l'acte violent ont lieu en rapport avec une question qui concerne l'enfant. Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous vous attendiez à apprendre au début de l'enquête ou que vous avez découvert? C'est complètement quelque chose qu'on a découvert. Stéphane et moi, on est journalistes, donc l'honnêteté m'oblige à dire que cette statistique-là, que je trouve très forte, c'est l'une de celles sur lesquelles que j'ai pas vraiment complètement réussi à corroborer. Oui. Donc, c'est une statistique qui vient d'une femme qui est psychiatre, je crois, mais je l'ai contactée pour essayer de savoir d'où ça venait. Mais voilà, une fois qu'on a dit ça, j'ai l'impression quand même que c'est quelque chose d'assez massif. Et on l'a vu notamment en allant... Il y a des articles dessus juste aujourd'hui dans un CPCA, donc Centre pour auteurs de violences conjugales. Oui, on a tout un passage sur ça dans la BD. Oui. Voilà, et donc on a été avec Antoine Grimet, le dessinateur qu'on salue, on a été assister à une réunion, à un groupe de parole d'auteurs de violences conjugales, donc des hommes en l'espèce, qui expliquaient comment ils avaient pu en arriver à des violences. Et comme on était là et que notre objet c'était la parentalité, la réunion a tourné un peu autour de ça. Et c'était très intéressant de voir justement toute la violence qu'il y avait chez ces hommes, violence contenue, mais qui était presque, c'est presque les tâches que tu as fait dans la BD, quoi. C'est qu'elle transpirait d'eux, parfois, de certains d'entre eux, sur des choses du quotidien. Leur copine qui leur dit qu'ils ont mal fait telle ou telle tâche, ils se sont mal occupés des enfants, et comment ça les faisait mais vraiment rager, et comment par le passé ils avaient pu en venir à des violences, quoi. Et donc on s'est dit que ce sujet-là, alors c'est pas, contrairement à vous, c'est pas cette violence psychologique ou physique, c'est pas toute la BD parce que c'est pas le cœur du sujet, mais ça fait partie du sujet et on voulait vraiment le mettre dedans, quoi. Mais la plupart des violences conjugales démarrent pendant les grossesses. Ouais, des grossesses, des contextes de séparation, mais ouais, des grossesses absolument. Ouais. Et ça illustre bien qu'il y a aussi un changement où je pense dans l'identité, certains hommes considèrent que les mères en devenir ne leur appartiennent plus totalement. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Voilà, il y a quelque chose de D'où le fait que ça arrive aussi pendant les séparations. Les séparations, c'est connu chez les personnes qui prennent en charge ce genre de situation comme vraiment un moment critique, y compris dans les autorités policières, judiciaires, quoi. Ils savent que c'est un moment où il faut faire très attention. Justement, sur les thématiques à aborder, dans le format BD, on est quand même très succinct. Comment vous avez fait pour vous dire, bon ça, on le garde, c'est important pour l'enquête? Comment vous avez opéré des choix? Moi, je trouve que le format BD se prête très bien à l'enquête journalistique. Okay. Je trouve que la BD documentaire, ça fonctionne très bien parce que c'est idéal pour hiérarchiser les infos dans une page. Tu peux écrire en énorme ou en tout petit. Tu peux mettre des petites gouttelettes de rouge pour signifier la colère, etc. Tu peux mettre des astérix. Donc ça s'y prête. Vraiment, c'est un format qui se prête très très bien à l'enquête. Et non, j'ai pas eu l'impression qu'on ait enlevé beaucoup d'infos, qu'on ait retiré beaucoup de choses. Je pense qu'on a tout mis dedans. On a fait vraiment au début tout ce dont on voulait parler. Okay. Et après on a fait un peu des espèces de chapitres thématiques, mais non, il n'y a pas eu vraiment de choses qu'on a exclues. Alors c'est vrai que on a plutôt rajouté en fait. Ouais, mais parce que le chapitre sur les violences conjugales, c'était pas une évidence. Guillaume a poussé, il a eu raison, mais on n'était pas sûr. Et puis il y a le chapitre sur le rôle, enfin la responsabilité des femmes dans tout ça, avec lequel on n'était pas à l'aise du tout. Et comme toutes les meufs qu'on interviewait nous en parlaient, on s'est dit au bout d'un moment, il faut qu'on envisage cette question. Mais donc c'est plutôt des rajouts que des retraits. Et vous n'étiez pas à l'aise parce que vous disiez quel regard ça va avoir, que ce soit des hommes qui portent cette parole-là. Qu'est-ce qui faisait que vous n'étiez pas à l'aise? Pour juste que les gens aient le contexte, dans la BD, il y a un passage pour dire que souvent c'est les femmes aussi qui ont tendance à prendre en charge tout et qui ont du mal à lâcher prise. Et le titre, c'est fautive. Ouais, avec il manque un petit point d'interrogation. Qui aurait changé beaucoup de choses. Bah oui, ouais, mais en fait, le chapitre, c'est vraiment... je corrige ta présentation. Le chapitre, c'est pour interroger cette idée que c'est la faute des femmes,
qu'on entend souvent. Et nous, ce qui nous a vraiment interpellés, c'est que vraiment, à chaque fois, au début, qu'on a dit on travaille là-dessus, c'est notre nouveau sujet, et qu'on l'a dit à des femmes autour de nous, il y avait tout le temps un premier réflexe, comment dire, très spontané, de nous dire, bah ouais, mais c'est vrai que nous, on lâche jamais le morceau, enfin, on a quand même une part de responsabilité là-dedans. Et donc, au bout d'un moment, une personne qui le dit, c'est pas très important, mais vraiment que ça revienne à chaque fois, on s'est dit, bon, bah, faut réussir à répondre à cette question, ou en tout cas, il faut réussir à parler de ça. Donc, on était emmerdés parce qu'on se disait, bah, est-ce que c'est à nous de venir dire aux femmes ce qu'elles doivent faire ou pas faire? Clairement, c'est pas ce qu'on veut faire, c'est casse-gueule. Et c'est pas ça qu'on veut faire, on veut parler justement du rôle des hommes. Mais on l'a quand même fait en essayant d'aller voir ce qui est dit dans la recherche, dans le travail des militantes féministes. Et ce qui est dit, c'est qu'on fait peser énormément d'injonctions sur les femmes. Et parmi ces injonctions, il y a l'injonction à la maternité, l'injonction à la gestion du foyer et l'injonction à la réussite du foyer. Et donc, que mécaniquement, elles peuvent se retrouver à vouloir surinvestir ce rôle, parce que sinon, on leur reproche l'échec de la maison, l'échec de je ne sais quoi, du foyer, du couple. Et voilà, il y a des choses qui s'expliquent. Et on explique aussi que tout ça, c'est aussi lié peut-être au fait que les hommes, souvent, ont des stratégies, les hommes hétéros en tout cas, des stratégies un peu dilatoires de mal faire les choses, de faire semblant qu'il n'y a rien à faire et que du coup des femmes hétéros peuvent se retrouver à vouloir faire les choses elles-mêmes plutôt que laisser quelqu'un d'autre mal les faire. Oui, bien sûr. Mais je trouve du coup le chapitre extrêmement important pour ça, justement. Ouais. Mais ça aurait été dommage de ne pas l'avoir. Ouais, mais si la dernière version, il n'y a toujours pas le point d'interrogation, cette fois-ci, c'est la prochaine fois, il n'y aura plus de doute, il sera dedans. Vérifier pendant. On va vérifier. Normalement, on l'avait mis. On va vérifier. Dans Chère Maman, il y a aussi des passages directement sur toutes les BD. Dans Chère Maman, il y a aussi un passage que moi j'ai trouvé intéressant où c'était par le biais d'une discussion avec son conjoint que le personnage aussi se rend compte que la relation avec sa mère est toxique, ou en tout cas le conjoint appuie vraiment sur non mais ça c'est pas normal, tout en l'accompagnant en disant bon bah si tu veux qu'on aille passer du temps avec tes parents on y va, mais quand même tu sais que voilà c'est pas normal. Du coup c'est une discussion sur justement dans le couple. Est-ce que c'est une manière aussi d'apprendre ce que c'est, de réapprendre ce que c'est qu'une relation aimante, comment créer un autre modèle? Est-ce que c'est un sujet aussi au-delà de parents-enfants, la question du couple dans ce cadre-là? En fait, quand il y a une relation dysfonctionnelle, elle a des conséquences sur les enfants. Oui. Parce que là, dans le livre, Alix, elle cherche à cacher l'état de sa relation avec sa mère à un de ses enfants qui dit « mais je vois bien qu'elle est méchante ». Et ça a des conséquences aussi dans le couple. Donc, à un moment donné, le conjoint, il s'agace, parce que tout en étant, comme tu l'as dit, présent et soutenant, mais parce qu'il voit qu'en fait, ça génère du stress avant, pendant, après les visites. Et donc, du stress qui impacte toute la famille. Donc, ça aussi, ça peut aider à la prise de conscience, ou ça peut venir valider la décision de prise de distance. Donc, je trouve que c'est important aussi de se sentir soutenu dans la décision, par exemple, d'espacer les visites aux grands-parents. Se sentir soutenu par le conjoint, ça aide à confirmer le bien fondé de la décision. Donc, c'est hyper important. Et puis, de pouvoir en parler au sein du couple, pour se sentir moins... Mais alors, le conjoint, il est parfait. Hein. Ouais. C'est vraiment l'homme sans défaut. C'est un conjoint de fiction. Moi, j'ai culpabilisé. Il faisait envie, surtout. On avait envie d'être avec ce conjoint. Franchement, il avait l'air... Non, mais c'est bien, ça crée justement peut-être un modèle pour les gens qui se disent comment aider quelqu'un qui est dans cette situation. Je trouve que ça donne un bon exemple, finalement, du comportement à adopter. Parce que, depuis tout à l'heure, on parle de nos livres qui créent quand même un biais, même dans les attentes par rapport à votre parentalité. Enfin, les gens, à partir du moment où on a posé des choses dans un livre, pensent qu'on maîtrise complètement le sujet, qu'on a fait peut-être mieux que nos personnages, ou qu'on a dépassé le stade auquel on a laissé nos personnages. Surtout vous êtes vos personnages, donc c'est encore plus flagrant, mais on n'a pas forcément tout compris, tout bien fait. Sûr. On sait ce qui ne va pas, en tout cas, pour savoir comment faire bien, c'est pas toujours aussi facile. Oui, bien sûr.
pareil, dans l'arnaque des nouveaux pères, il y a quand même cette discussion autour du couple. Comment on aborde Enfin, surtout quand on a un bébé ou des enfants en bas âge, devoir aborder ces questions-là en plus, c'est peut-être une charge en plus à devoir gérer dans le couple en plus de tout le reste. Vous avez vos carrières aussi à côté. Enfin, voilà. Comment est-ce qu'on aborde ce sujet-là dans le couple et comment est-ce que ça aide des fois à résoudre des conflits ou est-ce que ça en génère d'autres? Là, ce que vous disiez au départ, ou toi en tout cas sur la question de la lessive avec les fringues, voilà. Est-ce que ça a permis d'évacuer ces questions-là ou au contraire elles sont encore présentes? Le mécanisme et l'exemple, il est bon. Le mécanisme, il est très simple. C'est qu'en fait, à ce moment-là, je fais quelque chose, je fais pas bien les choses. Donc c'est ma copine qui a raison, est un peu excédée et se retrouve à parler de ça. Donc quel est le mécanisme? C'est que souvent, ceux qui ont avantage à ne pas en parler se taisent, c'est les hommes. Et puis ceux qui pâtissent de la situation sont plus demandeuses que le sujet soit abordé. C'est plutôt les femmes dans les couples hétéros. Donc ce qu'on a voulu dire aussi avec la BD, c'est inciter les hommes hétéros à prendre la parole là-dessus et dans leur couple et à ouvrir la discussion parce que peut-être que s'ils ne l'ont pas encore fait autrement que par des petits échanges agacés, ils vont découvrir que leur copine n'est pas satisfaite de la situation, elle trouve qu'il y a des choses qui se font à son détriment et qu'ils peuvent les modifier. Et ça, c'est une discussion qui n'est pas forcément facile parce que on se met en fragilité, on se met en situation de recevoir des choses qui ne sont pas agréables, mais ce rééquilibre des tâches domestiques et parentales, ça ne peut être qu'utile si on veut conserver le couple dans lequel on est. Ça ne peut que le sauvegarder, donc c'est utile in fine, même si peut-être que sur le moment en tant que tel n'est pas agréable. Oui, bien sûr. C'est marrant que tu aies choisi cet exemple-là, parce que moi j'ai inversé la situation classique et la situation de mes parents du couple hétéronormé, parce que je travaille à temps plein et mon conjoint est père au foyer. Et donc, je lui ai... j'ai arrêté de faire la plupart des tâches à la maison. En revanche, j'ai gardé le fait d'étendre le linge parce qu'on ne se comprend pas sur ce sujet. Donc, je crois qu'il y a un vrai problème de fond sur la façon d'étendre des vêtements pour qu'ils sèchent correctement et plus rapidement. Et ça, à chaque fois que j'en parle, en fait, les femmes disent « Bah oui, mais il ne sait pas étendre le linge. » Moi, j'ai progressé. Alors ça, c'est un truc de barge parce que nous, il y a 2 mois, on a eu une dispute mémorable là-dessus. Le linge, c'est un truc de fou. C'est un vrai sujet, vraiment. Et t'as pas ce sujet sur la vaisselle. C'est lui qui s'occupe de son linge et du linge des enfants, qui sont tout de même grands, mais gardent cette habitude qu'on s'occupe de leur linge. Et moi, je lui dis non, tu ne t'occupes certainement pas du mien. Donc on a chacun 5 petites corbeilles de linge. Donc lui s'occupe de 4 corbeilles qui s'amoncellent, mais je ne m'en occupe plus du tout. Et moi, j'ai ma petite corbeille qui sent bon, qui est propre, qui est hyper bien gérée. Et vous ne pouvez pas savoir le délestage. Le soulagement. Mais c'est fantastique de ne plus avoir à s'occuper du linge. Des autres. Des autres, encore plus. Je suis en train de me poser des questions sur comment j'étends mon linge maintenant. Ça va rester, parfait. Je me posais des questions aussi sur votre relation de travail. J'ai l'impression que ce n'est pas forcément des sujets que les hommes abordent entre eux, la question de la contraception ou de la parentalité. Est-ce que c'est une image que je me fais? Ou est-ce que vous êtes mis à parler de ça entre vous, mais en vrai, vous n'en parliez pas forcément avec d'autres hommes? Ah oui, non, moi c'est sûr, ma meuf se fout toujours de ma gueule quand je bois des coups avec un copain qui vient d'avoir un enfant et on peut passer 3 heures ou 4 heures à parler de tout et sans lui poser aucune question sur son gamin, comment il va, comment ça se passe. Donc oui, ça c'est complètement vrai. Après nous, Guillaume, du coup, il y a un peu cette relation de travail et cet intérêt pour toutes ces questions qui sont liées à MeToo et au féminisme. Donc on se challenge un peu là-dessus, mais effectivement, on peut être 5 potes, jeunes papas, et parler de foot et de politique pendant 3 heures en buvant des bières sans demander comment va le petit qui a 3 semaines, quoi. La différence, je pense, elle se fait aussi en fonction de la taille du groupe avec lequel tu es. Moi, maintenant, avec quand même plein d'amis mecs, quand on est tous les deux, je trouve qu'on arrive vraiment à avoir des discussions assez
profondes et sincères sur des sujets intimes. Donc j'ai des copains par exemple qui se sont mis à la contraception ces dernières années, avec qui on a parlé de, je sais pas, de difficultés de procréation, de trucs dont on ne parlait pas avant. Après, c'est sûr que si on se retrouve en groupe plus nombreux de mecs, je ne vais pas dire que c'est les logiques du boys club qui reviennent, mais c'est plus c'est des discussions un peu plus superficielles, mais parce que c'est des moments peut-être un peu plus légers. Voilà. Mais je trouve que quand même ça progresse et j'ai l'impression que dans plein de situations de mecs qui ne sont pas du tout moi, on arrive un peu plus à avoir des discussions comme ça qui s'ouvrent sur ces sujets-là, un petit peu plus qu'avant, quoi. Mais qui sont toujours, à mon avis, en retrait par rapport à ce que les nanas racontent de leur relation avec leurs copines, où elles ont des discussions qui sont quand même, j'ai l'impression, structurellement plus profondes, quoi. Oui, bien sûr. Moi, ça me posait aussi question par rapport à votre profession, parce que vous êtes tous les deux journalistes, et j'ai l'impression que ce n'est pas perçu non plus comme un sujet noble. Voilà. Donc, vous, dans votre carrière, c'est plutôt un risque, en fait, d'aborder ces sujets-là. Ou est-ce que vous ne l'avez pas du tout vécu comme ça ? Moi, j'ai l'impression... Moi, je fais... donc, je travaille sur les BD et je suis par ailleurs journaliste à l'AFP. Je m'occupe de sujets de justice, d'enquête judiciaire. C'est sûr que l'investigation sur les enquêtes pénales, politico-financières ou des trucs comme ça, c'est des sujets qui sont plus considérés que ce genre de sujet. Après, ça dépend de où on se place. Si on se place dans la position dominante, un peu traditionnelle du journalisme, qui est quand même tenue par... plutôt des hommes âgés, il y a ce rapport-là. Après, il y a plein de journalistes femmes et même des jeunes journalistes hommes qui trouvent que ces sujets-là sont importants et que ça a du sens en tant que journaliste d'aller sur ces champs-là qui ne sont pas très labourés par les hommes. Je ne dis pas que ça ne fait pas sens, mais je dis que c'est peut-être plus compliqué pour faire une carrière. Non, mais être perçu de manière je suis assez d'accord. Après, c'est un peu une carrière parallèle. Je ne crois pas que l'une constitue un frein à l'autre. T'en dis quoi, toi ? Bah, c'était des sujets qui étaient quand même largement sous couvert dans les rédactions. Alors, grâce à MeToo, c'est un peu moins le cas, mais ça, on part de loin quand même, parce qu'il n'y avait quasiment rien à une époque. Les anglo-saxons étaient quand même bien meilleurs dans les journaux, il y avait beaucoup plus de choses intéressantes. Et puis après, il y a eu parfois des référents dans les rédacs, qui étaient souvent des femmes au début, etc. Après, il y a aussi une question dans les carrières de journalistes où... Enfin, à France Inter, tu vois, les big boss, ils arrivent à 7h30 du matin et puis ils repartent à 20h, quoi. Et donc, si tu veux t'occuper bien de ton enfant, d'aller le chercher à la danse, de poser un mercredi après-midi sur 2, etc., etc., c'est forcément des trucs que tu fais en moins pour ta carrière, ton boulot, et ça se paye quelque part. Et quand ton boulot n'est pas organisé comme toi, tu as envie d'être organisé, bah forcément, ça fait des victimes, quoi. Oui, bien sûr. Il y a RMI dans le chat qui nous a dit, par rapport à l'étendage du linge, qu'on pouvait regarder des vidéos tuto sur YouTube sur divers sujets en couple. Comme ça, on discute de ce qui est proposé ensemble. Oh la vache. Et voilà. Écoutez, bon, moi, j'informe du temps que certaines personnes passent apparemment à régler ces problèmes. Mais ça veut bien dire que c'est un vrai problème. C'est apparemment un vrai problème, effectivement. Moi, je me posais aussi la question de... vous faites le choix d'écrire ça en fiction. Comment est-ce que justement on crée des personnages qui se détachent de ce que vous avez vécu pour réussir à écrire quelque chose de plus général? C'est la question de la montée en généralité, en fait. Mais pourquoi tu dis en fiction c'est pas elle dans la BD. C'est un personnage s'appelle Alix, a 3 enfants, rien à voir. Ah oui. Je m'appelle Sophie. Ouais. Je vois pas de quoi tu parles. En fait, il y a aussi quelque chose dans le scénario. Donc moi, j'avais imaginé une constitution familiale différente qui n'est pas la mienne. Je n'ai mis aucune description physique des personnages. C'est-à-dire que les choix, le fait que le personnage porte des marinières et soit blond, tout ça. C'est tes cheveux quand même. Mais c'est un choix de Caroline qui pensait à moi en dessinant. Enfin, je ne pouvais pas la dessiner autrement qu'en ayant un rapport avec Sophie. C'est pas tout à fait Sophie. Tu es comptable des choix faits par ton binôme. Elle aurait pu refuser. Oui. Ouais, en fait, moi, je n'ai pas l'impression de me voir, en fait, bizarrement. Tu vois, dans le personnage. Mais peut-être que ça n'aurait rien changé pour moi si elle avait été petite, avec des cheveux bruns bouclés.
Tu mets souvent des marinières Oui. Bah regarde, Non, je sais, j'ai vu, mais... c'est terrible. Ouais. Oui, oui. Ouais. Attends, tu peux regarder la caméra et sourire en même temps, merci. Ouais, c'est vrai. Non, mais par contre, la question, du coup, c'est comme c'est quand même assez proche de ce que tu racontes de toi, pourquoi ne pas avoir été, je ne vais pas dire au bout de la logique, mais pourquoi ne pas avoir... Mais je crois vraiment que dans l'écriture du scénario, moi, j'ai cherché à éloigner des choses. C'est pas la même temporalité, il y a plein de choses qui diffèrent. Et sans doute que le dessin et le fait que le personnage me ressemble, par exemple, ça a rapproché ça de la réalité. Mais moi, je suis restée sur ce que j'avais en tête en écrivant le scénario. Mais après, ça ne veut pas dire que j'assume pas le fait que ce soit inspiré de mon histoire. Moi, ça m'a aidée. C'est ma licence créative en fait, que ce soit pas moi, et de pouvoir dire bah voilà, ça peut se passer dans une autre région, ça peut se passer avec un décalage de temps par rapport à ce que moi j'ai vécu, je m'arrange avec la réalité sans qu'on puisse me dire oui mais non parce que toi tu avais eu ça et puis après il s'était passé ça, voilà, et je trouve aussi que bah oui la fiction ça permet des choses, ça permet, ouais, j'ai rien dit non plus sur le personnage masculin, là, je pense que il est plus proche de ton conjoint que du mien, en tout cas physiquement. Ah ouais, c'est qui? Tu t'es inspirée de quelqu'un? Non. Ah bon? Non, c'est comme ça. C'est Je marrant. le voyais gros nounours gentil. Mais en avenant. tout cas, toi, tu t'es donné le beau rôle parce que tu as fait passer des trucs de fond qui viennent de toi, de ta maman, etc. Mais tu as Ni vu, ni dessiné connu. le personnage principal complètement. comme... Complètement. La seule fois où j'apparais, je me fais masser par son conjoint. Et il y a même C'est quelque pas mal chose que d'être tu as dessinatrice. rajouté dans le scénario sur la mère quand elle est jeune avec son conjoint. Et je t'ai dit, on ne pourra jamais croire que c'est pas moi qui l'ai écrit. Oui. Tu vois? Alors, Oui. Voilà. Oui. Et bon, bah, du coup, j'étais OK avec ça. Mais effectivement, tu as fait passer plein de choses. Des Et petits c'est trucs le à jeu, droite, à c'est le gauche, jeu. de temps en temps. Et du coup, ça crée. Nous, on fait un choix un peu différent, qui est ni meilleur ni moins bien, qui est de nous mettre en scène. Oui. Mais du coup, il y a des choses qui nécessitent de créer de la fiction. Donc, il y a certaines scènes qui me paraissent fidèles dans l'esprit à la réalité, mais qui sont complètement fictionnelles. Par exemple, la scène du début où on est dans cette scène à la plage et on se fait reprendre au vol par nos copines parce que on joue au super papa, mais qu'en fait on a oublié la crème solaire et le chapeau des enfants, quoi. Ça, c'est pas une vraie scène. Alors, sur l'oubli de la crème solaire, c'est pas fictionnel, en tout cas pour moi. Mais voilà, ouais, nous, on essaye de coller un peu plus à la réalité. Pour autant, pour faciliter, comme tu dis, parce qu'il y a des moments où c'est indispensable, on met un peu de fiction. Sur la mise en scène, du coup. Ouais, sur la mise en scène. Et vous avez des réactions de l'entourage par rapport à ça, justement? Ouais, par exemple, ma copine n'aime pas la scène inaugurale parce qu'elle dit que c'est pas fidèle à ce qu'on est. Et moi, je lui reprends cet exemple du linge initial et je lui dis, c'est pas la même chose, mais en fait, il y a 5 ans, enfin 6 ans plutôt, quand notre fille elle est née, je pense que j'étais à peu près quelque part par là, plutôt que là où on nous voit à la fin de la BD, quoi. Donc ça me paraît assez fidèle dans l'esprit, même si c'est pas... Oui, mais c'est dans l'esprit, c'est la difficulté avec l'autofiction, c'est qu'en fait, les lecteurs, et a fortiori les lecteurs proches, ils vont prendre tout ce qui est dedans pour argent comptant, et ça peut les déstabiliser, voire leur déplaire complètement si tu t'es éloigné, alors que toi, tu sais que c'est l'esprit, que ça raconte la même chose, et ça peut être délicat. Et moi, je sais que je voulais vraiment m'affranchir de ça, et puis... peut-être aussi mettre un peu de distance dans les retours après coup que j'imaginais qu'on aurait sur la BD. Voilà, tu prends les choses de façon moins frontale. Quand tu dis c'est pas moi, c'est un personnage. Quoi. Bah après, le truc, c'est que nous, on est journalistes, donc je pense que se mettre à un roman et faire de la pure fiction, ce serait pas trop compliqué, quoi. Bon, après, il faut avoir le talent littéraire pour le faire, mais par contre, instiller un petit peu de fiction dans un récit documentaire journalistique, c'est le tabou absolu pour des journalistes. Parce qu'en plus, où tu commences, enfin, tu vois, à l'AFP ou à France Inter, tu fais 0%, sinon tu n'as pas ta place, quoi. Quelle est ta limite? Et dans un roman graphique, tu peux le faire un peu, mais du coup, ça devient très facile, parce que tu peux inventer des choses.
Et donc, où est-ce que tu t'arrêtes? Où est-ce que tu commences? C'est pas simple. Et nous, après, on a un enjeu de se mettre en scène en tant que nous-mêmes, parce qu'on se dit que, pour moi, c'est presque plus en tant que journaliste que plus en tant que mec hétéro qu'en tant que journaliste, de faire une espèce de contrat avec le lecteur. Mais ça, c'est parce que je pense que c'est parce qu'on est des mecs hétéros et qu'on parle de ces sujets-là, de faire une espèce de contrat de sincérité où on va dire qui parle, qui tient le stylo. Pour montrer un peu patte blanche et aussi pour accompagner avec nous les lecteurs, notamment hommes, en leur disant nous ne sommes pas parfaits, nous vous racontons ça parce que c'est des sujets qui nous percutent et sur lesquels on a du travail à faire, peut-être vous aussi, donc on vous montre nos propres failles pour que vous ne soyez pas en train de vous dire c'est des mecs qui se croient tout permis et qui sont parfaits. Et bien justement, alors là, moi je vais faire un commentaire en tant que lectrice femme. Si j'avais pas su que vous étiez père, l'un et l'autre, j'aurais pas eu envie que vous me racontiez quoi que ce soit en fait sur la paternité. Donc ça pose aussi d'emblée votre légitimité. Et je trouve que ça c'est hyper important. Donc moi je pense que vous pouviez difficilement faire autre chose qu'apparaître. Donc c'est très bien. Et vous avez hésité, parce que c'est un peu le tabou absolu de dire du mal de sa maman. Est-ce que vous avez pris la décision, enfin, est-ce que vous vous êtes dit c'est une bonne idée de le faire, mais flemme, j'ai pas le courage de me lancer là-dedans avec tout ce que ça va impliquer derrière, etc. Comment ça s'est passé Je sais pas si... En tout cas, l'idée, c'était pas de dire du mal de la maman. C'était de parler de la fille qu'a une maman qui la met dans ces états-là. Donc, pour moi, le personnage principal, en dépit du titre, c'est pas la maman, c'est la fille qui va réussir à s'en sortir et qu'on va suivre. Après, voilà, il y a des aléas, il y a des dommages collatéraux et donc peut-être que ça peut rejaillir sur la figure de la mère. Et ça, moi, je l'assume. Mais l'idée, c'était pas de taper sur la mère pour taper sur la mère. C'était vraiment de dire on peut trouver une issue, en fait, échapper à cette emprise-là et puis arriver à trouver un équilibre, voire du bonheur dans sa vie, quel que soit l'âge. Parce que tout à l'heure, on parlait de l'âge pour la prise de conscience. En fait, on a rencontré des femmes de tous âges qui ont pris conscience des âges très divers et il n'est jamais trop tard. En fait, c'est toujours une bonne chose de prendre conscience qu'il y a un dysfonctionnement. Mais plutôt que le stress de concevoir le projet, enfin là vous disiez c'est quelque chose que vous aviez en commun, dont vous parliez toutes les deux, donc finalement le projet s'est fait assez naturellement aussi, l'envie d'écrire ça. Moi je me posais plus la question, est-ce que ça a été un soulagement au moment où c'est sorti, en mode bon on l'a posé sur le papier quoi, on l'a fait ou pas du tout? C'est pas cathartique ou thérapeutique. Pas du tout, ok. Non. Ça avait été déjà dépassé et digéré pour qu'on puisse faire ça, je pense. Oui, c'est vrai. Très bien. Sur les réceptions que vos BD ont eues, est-ce que l'arnaque des nouveaux pères, ça a réussi à faire prendre conscience à certains hommes de dysfonctionnement? Est-ce que vous avez eu des retours comme ça, sur la mauvaise répartition des tâches notamment? Ou est-ce que ça va plutôt être encore des femmes qui vont lire votre BD parce qu'elles se questionnent sur la parentalité, la place de leur conjoint dans tout ça? Moi, en tout cas, il y a eu des retours qui m'ont beaucoup marqué. C'est des retours de femmes dans les dédicaces qu'on fait qui nous ont dit dans la BD, vous racontez ma vie. Et je n'avais pas réalisé que c'était ma vie, en gros, pour dire les choses très vite. Et ça, c'est très touchant parce qu'on se dit, bon, on a touché un truc et la personne se réalise quelque chose un peu grâce à nous. Mais après, nous, c'est beaucoup de femmes qui achètent la BD, beaucoup de femmes qui la lisent, beaucoup de femmes qui interagissent avec nous sur les réseaux sociaux, beaucoup de femmes qui viennent aux conférences ou aux rencontres qu'on organise. Et voilà, là, je te donne un exemple, c'est des femmes qui... Donc sur les mecs, on n'a pas eu... on a eu quelques retours pour rebondir sur ce que tu dis, de mecs qui nous ont dit « vous racontez ma vie », pour le dire vraiment de manière rapide, qui ont pu se rendre compte en le lisant que leurs écueils, le fait qu'ils se mettaient beaucoup en scène dans leur parentalité, dans leur paternité, mais qu'ils n'étaient pas forcément au rendez-vous sur l'ensemble. On en a eu quelques-uns comme ça, mais c'est beaucoup moins massif que du côté des femmes. Et nous... Enfin, je pense que les femmes sont déjà hétéros, elles sont beaucoup plus éveillées sur ces questions-là que les hommes. Donc nous, le but, c'est de toucher des hommes. On en touche par l'intermédiaire des femmes qui sont autour d'elles, comme souvent sur les sujets féministes.
Mais il y a aussi quand même un certain nombre de réactions négatives. Faut voir les commentaires, notamment sur Internet, en réponse aux entretiens, interviews, émissions qu'on fait. C'est des mecs qui disent je comprends pas, je passais à tondeuse encore le week-end dernier. Enfin, ça fait caricature, mais ça arrive, ce genre de truc. Vraiment, ça arrive très souvent. J'ai changé les ampoules, donc pourquoi ils viennent m'emmerder? C'est aussi du boulot. Et il y a aussi ce genre de commentaires. Disons que c'est plus unanime chez le retour et plus unanimement positif chez les femmes que chez les hommes, je trouve. C'est-à-dire que je ne sais pas si c'est une BD qui change un peu la donne, quoi. Autant sur les contraceptés, je pense qu'il y a vraiment plus de vasectomies qui se font aujourd'hui, en partie grâce à la BD. Alors il y a plein d'autres choses, hein. Il y a plein de militants, d'activistes qui se démènent pour ça et qui font un super boulot. Ressource, en tout cas. Mais en tout cas, on sent que ça a changé un petit truc, quoi. Là, je ne sais pas. C'est-à-dire que, parce que moi je l'avais lu à la sortie et je l'ai laissé un peu traîner, le titre aussi, si tu n'es pas un minimum déconstruit, tu peux le prendre pour une agression, tu peux le prendre contre toi et te dire mais non, je ne vais pas lire ça, parce que tu vois. Donc, le côté arnaque, c'est ça que tu veux dire. Oui, donc effectivement, si tu n'as pas déjà commencé à réfléchir à la question, je me dis que tu n'y vas pas, quoi. Ça rejoint ce que tu dis sur ces sujets-là, c'est difficile de... Ouais. On a eu ce débat pendant toute la fabrication de la BD sur ce titre, avec l'idée de se dire global que le titre est fidèle à ce qu'on veut raconter et à la situation, mais qu'il peut créer un frein. Donc après, on a eu plein de trucs un peu cornéliens en mode avec l'arnaque, peut-être qu'au final, notre principal lectorat, c'est-à-dire des femmes vont trouver que c'est le bon titre et donc elles vont l'acheter pour pouvoir le filer à des mecs et donc peut-être qu'au final ça va toucher plus large, mais en même temps on se coupe d'une partie peut-être des mecs et puis en même temps s'ils sont pas prêts à entendre une critique, bon de toute façon c'est déjà mal barré. Bon voilà, on a fini par trancher avec quelque chose de percutant à l'initiative de Stéphane que j'embrasse. Le titre est très bien. Oui. Il fallait trouver le bon terme et je pense que c'est le bon terme, quoi. Ah bah oui, complètement. Oui, puis la BD retrace bien le maintien des privilèges. Mais bon, c'est peut-être un mot qu'on a trop entendu et arnaque, pour le coup, marche bien. Mais c'est l'occasion de dire que c'est l'instant promo, c'est la fête des pères bientôt et que c'est un bon cadeau pour les pères parce que il y a plein de pères qui peuvent entendre ça, je pense, le message et se dire que c'est pas parce qu'on questionne une arnaque qui est une arnaque qui les touche et dont ils peuvent être victimes aussi. Enfin, c'est pas incompatible, quoi. Mais il y a un truc intéressant dans ce que vous dites de la réception. Je pense que c'est un truc qui est global au-delà de le rapport vraiment au père. Il y a un truc global quand même sur l'intime, le rapport au couple, à l'enfance, etc. C'est toujours les femmes qui vont aller se renseigner, puis après faire un filtre de « Ah bah tiens, dans le couple, c'est ça qui pourrait t'intéresser ». Mais du coup, elles font le premier filtre de faire le tri dans les contenus qui sont pertinents, intéressants. Et donc vous avez pu constater ça aussi avec la réception. Je trouve ça assez fascinant. Elles font le travail d'éducation féministe, de discussion sur le sujet, principalement. C'est le cas. Et sur les commentaires que vous pouvez recevoir de gens qui sont plutôt dans la mise à distance en disant « j'ai l'impression déjà de faire beaucoup », est-ce qu'il y a des gens qui vous attaquent aussi personnellement sur la masculinité, en fait, en disant « mais en fait, c'est pas notre rôle, à quoi ça sert ?» Puis souvent des critiques aussi peut-être un peu virilistes, etc. Est-ce que vous avez, vous, des retours comme ça? Ça reste assez marginal, je pense, mais parce que, pour le dire de manière assez caricaturale, je pense que sur les réseaux sociaux, y compris sur les réseaux sociaux, la peur a un peu changé de camp. Je ne vais pas dire la peur, c'est pas le bon terme, mais la norme a un peu changé et que y compris sur les réseaux sociaux, je pense que le propos dominant est plutôt féministe. Alors avec énormément de réserves, parce qu'il y a énormément d'attaques masculines qui continuent à exister, mais on l'a vu par exemple sur notre première BD, Les Contraceptés, il y avait un phénomène assez intéressant, c'est qu'il y avait quelques mecs qui disaient qui venaient dire que jamais ils feraient ça, que c'était un truc dévirilisant. Et il y avait plein de nanas qui venaient derrière pour dire les gars, vous êtes des blaireaux, vous resterez seuls toute votre vie si vous ne réalisez pas qu'il faut bouger là-dessus. Et on avait même eu Marion Cotillard qui avait fait un commentaire sur un post. On avait beaucoup apprécié pour dégommer un mec qui avait fait un commentaire comme ça, quoi. Donc ça bouge un peu là-dessus et je trouve que ça devient assez marginal. En tout cas, pour la réception de nos BD, ces commentaires masculins. Tu as envie de faire un contrepoint, non? Non, pas du tout. Mais Marion Cotillard, c'était même pour réagir à son mec à l'époque. Non, c'était pas clair.
Ah, c'est l'instant people, moi. Non, parce qu'en fait, Guillaume Canet, Guillaume Canet, il avait participé à une émission. En fait, le truc, c'est Guillaume Canet participe à une émission, on lui présente la BD, donc qui s'appelle Les Contraceptés. Et il est là, genre. Il sait pas quoi en faire. Ouais. Il sait pas quoi en faire. Un peu, il dit c'est cool, mais bon, non, si, bien sûr, je ferai ça et tout. Mais il a l'air vraiment un peu hésitant. Et 2 jours plus tard, il y a quelqu'un qui. Je crois qu'on fait une vidéo sur Combini. Il y a quelqu'un qui met un commentaire naze. Et Marion Cotillard vient mettre un commentaire là-dessus en disant que ce mec-là est un blaireau. Donc nous, oui, c'est ça. Esprit d'escalier, on se dit, bon, bah forcément, elle vient répondre indirectement à Guillaume, mais. On sait pas donc encore. On s'est dit qu'il s'était parlé du truc. Sûrement. Il pense à nous, en tout cas, on pense à eux. Voilà. Non, mais c'est intéressant parce que je pense que effectivement, il y a un discours global où on se dit, faut que ça aille vers le mieux. Ça, je pense que c'est couramment admis de se dire, il faut aller vers plus de répartition des tâches. Enfin, voilà. En tout cas, les gens en parlent. Ça fait des millénaires qu'on en parle. Franchement, les gars, attends, on en est encore à étendre la lessive. Enfin, c'est un truc à se prendre la tête là-dessus. Ouais. C'est fou. Enfin, moi, en lisant ça, j'étais en colère du début à la fin, quoi. Ah ouais? Ah ouais, mais vraiment, j'en peux plus, quoi. Non, mais oui, mais ça rend fou. non, mais vraiment en colère, ça rend folle. Non, mais oui, ça, je comprends. Ça rend folle. Ça rend folle qu'on ait besoin de faire des BD là-dessus, qu'on ait besoin d'expliquer ça, que vous ayez besoin de perdre du temps pour faire des enquêtes comme ça, pour expliquer ce qui est juste la base, la base. La base d'une société, la base d'une famille, voilà, et on en est là. On s'est dit en la faisant, en tout cas, que ce qu'on racontait n'était pas en soi révolutionnaire. Je veux dire que déjà, ça avait été raconté par plein de nanas, même si nous, on a une perspective qui est un peu différente. Mais voilà, mais c'est vrai que en soi, c'est pas révolutionnaire, c'est juste dire. Non, mais j'attaque pas du tout votre travail. J'en ai bien conscience, mais j'attaque l'inégalité, la non-avancée des choses, qui bouge pas. Ah, mais c'est fou. Et l'objectiver, c'était aussi ça qui était intéressant en faisant le travail, quoi. Et justement, moi, je pense que la BD est un excellent support pour faire passer aussi ce genre d'idées. Ah bah oui. Moins qu'un bouquin, moins qu'une étude, limite moins qu'un reportage télé, parce que tu la prends quand tu veux, tu la lis quand tu veux, tu l'offres si tu as envie, enfin voilà. C'est le bon support. Oui, puis ça se lit quand même vite en plus. Donc, oui, et c'est intéressant. On s'approprie vite. Ça fait grincer des dents, mais c'est intéressant en plus. Justement, vous n'êtes pas sur le format BD à la base. Qu'est-ce que ça vous permet de faire en plus? Tu disais que l'enquête, tu trouvais ça plus intéressant à faire en BD que dans d'autres formats. Moi, j'ai l'habitude d'écouter ça en podcast. Qu'est-ce qui fait que là... Nous, en fait, sur les contraceptés, au début, on voulait faire un essai et il y a un éditeur qui nous a dit ça va faire chier tout le monde, faites une BD. C'était un super conseil. La BD, tu le disais, c'est un objet qui est génial. Tu laisses traîner une BD sur une table basse. Tout le monde a le réflexe, un enfant, la grand-mère, le grand-père, tout le monde a le réflexe de s'en saisir et de feuilleter et de regarder. Donc voilà, les contraceptés, on en a vendu 13 ou 14 000. Si on avait fait un essai, on en aurait vendu 1500. D'accord. Donc c'est génial la BD. Jamais j'aurais lu votre essai. Et puis après, sur le fond, au-delà, alors l'objet, il permet de, je pense justement, de se mettre en scène de manière un peu intime, mais avec un peu de filtre quand même. Mais quand même, c'est nous, mais c'est pas complètement nous. Et ça va. Et bon, après, on a travaillé avec Antoine sur celle-là et on a adoré. Le dessinateur. Ouais, Antoine Grimet, et on a adoré justement le côté, sa capacité à mettre en scène alors des chiffres compliqués qui seraient complètement abscons dans des essais. Il les a mis en dessin. Parce que vous êtes venu en disant, on a ça, qu'on a envie d'avancer comme idée, puis il met tout en scène. On l'a mise en scène ensemble, en fait. Okay. Là, donc c'est notre deuxième BD, donc on a un petit peu plus d'expérience, donc je pense qu'on est arrivé un peu plus en mode, en lui disant, en fait, je pense que pour raconter ce qu'on a envie de raconter, on a besoin d'imaginer déjà une mise en scène, sinon je pense qu'on n'y arrive pas. Donc on imagine quelque chose d'un peu global. Après, il y a eu tout un tas de passages qu'on surlignait en vert dans notre Google Doc, avec écrit « Antoine, bon courage » pour raconter telle ou telle chose, une data, une situation où en fait on n'avait vraiment pas d'idée. Et donc on lui disait « Bon, tu trouveras quelque chose ». Et franchement, à chaque fois, le premier jet était dingue et on était trop contents, quoi. Et parce qu'il vulgarise très bien, quoi. Je rappelle juste pour les gens dans le chat, si vous tapez point d'exclamation parents au pluriel, vous avez peut-être la chance de gagner
exemplaires de cette BD. Voilà, il y a 3 personnes qui sont gagnantes aujourd'hui. Et ils ne posent pas de questions dans le chat? Si, alors, c'est surtout des réactions plus que des questions. Ah ouais. Et là, du coup, une des dernières réactions sur votre BD à vous, c'était de dire que la lecture de la BD pouvait s'appliquer pas seulement aux pères, mais peut-être aussi aux personnes en couple. Ouais. Parce qu'en fait, c'est des Absolument. sujets qui s'abordent aussi dans le couple. C'est et l'idée qui peuvent initiale, même- en fait. Qui peuvent même préparer l'arrivée À partir d'un du moment enfant. où il y a de la vie commune. Ouais. Exactement, voilà. Et je vois quelqu'un qui écrit que nous, les mecs, on doit aussi se secouer à éduquer nos gamins à l'égalité. Et on est avec toi. Après, il y a Manon qui disait la BD est sans doute un média accessible, pas besoin de connaissances préalables, pas besoin de devoir passer une journée à le lire pour comprendre, pas besoin d'acheter d'autres essais pour suivre. C'est vrai que ça se suffit en tant que tel, puis en plus là, il y a des sources en l'occurrence. Moi, je me posais la question de toi qui as l'habitude d'écrire de la jeunesse, mais aussi des romans pour adultes. Le passage à la BD, comment il s'est fait et est-ce que c'est un exercice qui est particulier pour toi? En fait, après avoir publié quelques livres, j'ai présenté le concours de la FEMIS, de l'école de cinéma, parce que je voulais apprendre à écrire des scénarios, et sans forcément, j'avais pas envie d'écrire pour le cinéma, parce que c'est encore une autre écriture, c'est des équipes, c'est pas la même temporalité, il y a une question de budget aussi qui est très importante. Mais j'ai passé 1 an en formation continue à apprendre cette écriture-là. Et je pense que ça a modifié d'ailleurs mon écriture littéraire, davantage réfléchir en scène, et les questions de découpage aussi. Après, je travaille avec d'autres dessinateurs et dessinatrices que Mademoiselle Caroline, et la question du découpage est très variable en fonction des binômes. D'accord. C'est-à-dire qu'il y en a qui ont besoin de donner le rythme, le découpage c'est ce qui donne le rythme, et il y en a qui me demandent de le faire. Et par exemple avec Caroline, si j'avais trop découpé, ça l'intéressait plus. Oui. J'aime bien prendre un récit, en fait, et je fais ma petite sauce. Et sur les thématiques que tu abordes, il y a beaucoup de gens qui parlent de tes BD. Enfin, quand même, c'est des thématiques, oui, c'est de la fiction, mais tu abordes beaucoup de thématiques sociales, psychologiques, des vécus. Est-ce que toi, tu choisis vraiment tes sujets? C'est des choses qui t'intéressent? Tu peux revenir un peu là-dessus? Il faut que ça m'intéresse, il faut que ça me touche de près ou de loin. J'aime tout ce qui est différence, j'aime tout ce qui est social, j'aime tout ce qui est un peu difficulté dans la vie. La dépression, l'autisme, les mères toxiques, le burn-out. Enfin, oui, voilà, tout ça, tous ces sujets bien gays. Parce que je sais que je vais m'adresser à des personnes qui auront besoin de lire quelque chose sur le sujet, besoin de trouver une réponse. Je sais que quelque part, je serai un petit peu utile. Je ne servirai pas juste à divertir. J'apporterai peut-être quelque chose à quelqu'un, mais quelque chose d'important. Et ça, c'est en toute modestie. Hein. Oui, bien sûr. Mais ça, c'est quelque chose que tu as construit dans ton rapport à la BD ou qui était déjà présent dans tes lectures? C'est des livres vers lesquels tu allais qui abordaient ces thématiques? Ouais. Et je lis extrêmement peu de BD. D'accord. Mais vraiment très peu. Sauf des sujets qui me parlent, qui m'intéressent. Ok. Et je ne vous ai pas posé la question de la réception de votre ouvrage, mais pareil, en séance de dédicace ou dans les messages que vous recevez, est-ce qu'il y a des gens qui ne s'étaient pas posé la question avant du rapport à leurs parents qui étaient toxiques et qui le découvrent par le biais de votre BD? Vous avez quoi plutôt comme retour, vous? Il y a des gens qui nous disent prendre conscience, parfois à des âges avancés. Oui, je ne sais pas à partir de quand on peut dire âge avancé, mais prendre conscience de la toxicité en la voyant racontée, portée par ces personnages-là. Ça, c'est toujours assez fou, en fait, pour nous. Et on voit surtout des femmes qui nous disent « c'est ma mère, vous connaissez ma mère ». On voit aussi des gens qui nous disent « la mère, c'est mon père ». Et on a vu quelques hommes qui nous disent c'est ma mère, c'est avec ma mère qu'il y a cette relation-là, mère-fils. Mais la majorité, c'est quand même des mères avec leurs filles à des âges très, 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 très variés. Ouais. Et on a... des fratries aussi, on a vu. Ouais. Qui achetaient l'album pour le lire en famille. Ouais. D'accord. Voilà. Et aussi des mères qui achètent ça parce qu'elles ont peur d'être des mauvaises mères ou des mères toxiques. Si elles se posent la question, ça veut dire que... C'est ça qu'on leur dit toujours. Normalement. Puis il y a un test dans le livre que si vous venez nous voir en dédicace, on l'a en petit flyer, on l'offre. Et les gens sont... Ok, non mais je vais le prendre et je vais le remplir chez moi.
Voilà, je sais que ça intrigue aussi beaucoup de faire ce test, savoir si on est toxique ou pas. Est-ce que vous avez des gens qui vous ont dit « je vais le prendre et je vais l'offrir à ma mère » Je crois pas. Hein. Ça peut être, je pense, une super démarche pour amorcer une discussion là-dessus ou au contraire mettre fin à une relation. Oui. Frontalement comme ça, moi j'ai pas le souvenir de quelqu'un qui nous ait dit moi ça non comme plus, ça. mais je sais pas si ça peut fonctionner frontalement comme ça, en fait. Ah non, il n'y a aucun moyen. Je ne sais pas si en fait, ça peut faire prendre conscience aux enfants qui souffrent de cette relation-là. Mais quand on est toxique, je ne sais pas s'il existe un support qui peut nous permettre de réaliser notre propre toxicité. Je ne pense pas, mais je me disais plus comme support pour que la personne explique pourquoi elle coupe ou elle met à distance. Parce que souvent, il y a les mères qui ne comprennent pas pourquoi est-ce qu'on les met à distance. Et du coup, l'ouvrage peut être un truc de lis ça et voilà pourquoi moi je me mets à distance. Ça peut être une... Il faut qu'elle puisse comprendre qu'on parle éventuellement d'elle. Oui, voilà, oui, c'est vrai. Après, je ne sais pas si on est toxique. J'imagine que ce n'est pas noir ou blanc, qu'on peut être toxique à certains moments de la vie, à certains moments de la journée, qu'on peut être plus ou moins toxique. Je pense qu'on est fatalement un peu toxiques tous. En fonction des circonstances. Et on peut être toxique au travail, on peut être toxique dans son couple. Puis ça peut être dans l'autre sens. On peut être un enfant toxique avec ses parents. Ouais. Dans un âge plus avancé. Volume 2. Il y a Wonder Roger dans mon chat qui dit « La différence invisible a changé ma vie ». Voilà, un petit, Merci Roger. Témoignage. Ça fait plaisir. Eh bien, écoutez, est-ce que vous avez des recommandations de choses que vous avez lues sur la parentalité ou vues, pas forcément en format BD, mais des choses qui vous ont fait aussi prendre un pas de recul par rapport à tout ça? Ou est-ce que là, vous étiez plus déjà sur votre vécu à vous et vos discussions? Ou est-ce qu'il y a eu d'autres choses, vous avez vu d'autres choses aborder ça? Pour nourrir, tu veux dire? Oui, pour nourrir le récit. Non, moi j'ai relu Vipère au point, du coup, voilà, histoire d'eux par principe. Voilà, mais sur le sujet... aussi, il y avait 2-3 livres après mais on avait plus ou moins fini la BD. Oui, c'était pas... Enfin, même Vipère au point, moi je l'ai relu après avoir écrit Ouais, moi je l'ai relu avant. La version du scénario. Mais bon. C'est pas du tout la même maman, Folcoche. Non. Mais fantastique quand même. Hein. Ouais. Donc c'est plus vos discussions entre vous qu'on nourrit tout ça. Oui, vraiment. Et vous, de votre côté, est-ce que vous avez fait un peu forcément pour l'enquête, vous avez fait un état des lieux. Mais du coup, est-ce qu'il y a d'autres œuvres, même de fiction, qui ont nourri ce sujet-là ou pas du tout? Non, mince, je ne vais pas retrouver le titre, évidemment. J'avais une mémoire de Poisson Rouge, le film qui a dû avoir un Oscar en 83-84 sur le père qui gère tout et... Kramer contre Kramer. Alors, attention, je dis pas que c'est... Parlons-en. Oui, parlons-en, voilà. Mais j'ai trouvé ça super intéressant parce que c'est un film qui, à l'époque, je crois, avait vraiment beaucoup marché parce que il présentait un rôle nouveau qui était un père qui gère tout et puis une nana absente. Et du coup, c'était un peu révolutionnaire et ça avait bien marché là-dessus. Du coup, je ne l'avais jamais vu et je l'ai regardé en faisant ça et je me suis dit, ah ouais, c'est pas un super modèle qu'on nous présente. On nous présente une mère complètement toxique dans mon souvenir, mais qui est aussi un peu, qui a l'air d'être un peu brimée par le mec. Et lui, oui, il gère tout, mais on en fait un truc fantastique, alors que c'est le quotidien de énormément de familles monoparentales gérées par des mères, quoi. Voilà. Puis elle a juste envie de continuer sa carrière, la maman. Ouais, c'est ça aussi. Ouais, en plus, ouais. C'est ça. Mais on l'a fait passer pour une mère qui, du coup, fuit et défaillante, déficiente. Et puis, il y a un essai qui est paru pendant qu'on faisait l'enquête qui s'appelle « Un bon père de famille » de Rose Lamy. Rose Lamy, ouais. Qui est super bien, que je conseille à tout le monde et qui... voilà, il n'y a pas eu un avant et un après pour nous, mais c'était vraiment dans la continuité de ce qu'on était en train de faire. C'est très complémentaire et ça nous a confirmé qu'on était dans le bon sillon et qu'il fallait continuer dans cette voie-là. Et puis moi, il y a une BD qui m'a beaucoup marqué sur ce qu'est être un homme, comment changer, comment être un bon homme, la déconstruction, comment s'ouvrir à ses fragilités, etc. C'est Pénis de table de Cookie Calcaire chez Steinkiss, qui est une super BD sur les hommes qui parlent de leur sexualité, notamment en non-mixité entre hommes, et qui est génial parce que ça montre comment les hommes peuvent parler de l'intime et de leurs faiblesses sans que le monde s'écroule.
Il y a Tofu Rosso dans le chat qui nous dit il y a une vraie pression sociale à maintenir le lien enfant-parent à tout prix, je trouve. Quand on essaye d'en parler en dehors du cadre familial, on entend souvent répondre mais c'est quand même ton père, ta mère, on n'en a qu'une. Bah voilà, c'est dans la BD. C'est dans la BD, voilà. C'est la phrase qu'on sort tout le temps. Ouais, c'est la phrase mais qui vient même de proches. Mais heureusement, on n'en a qu'une. Oui, oui. Mais c'est la phrase qui vient même de proches qui sont pas du tout en mesure de comprendre ce qui est en train de se jouer. Mais non. C'est le personnage récurrent. Le personnage de Kathleen, qui représente justement toutes ces voix-là dans la société, des amis, de la famille, des collègues qui ne peuvent pas comprendre. Et là, le personnage de Kathleen est en plus en train de perdre sa mère, donc rêverait de tout sauf la situation qu'elle vit. Et donc, il y a aussi un jeu de transfert réciproque. Mais parce que, oui, on touche à une figure qui est sacrée. Et on est forcément ingrat si on dit quoi que ce soit et si on met de la distance. Et du coup, sur ces personnages secondaires-là, on a aussi la scène de fin, plutôt vers la fin, avec les collègues qui, elles, sont plutôt sous le choc quand la mère a un comportement toxique du coup, devant tout le monde. Comment est-ce que vous avez écrit ces trucs-là? C'est plutôt une montée en généralité? Parce qu'en fait, moi, je me demandais sur... Raconter l'histoire d'une mère toxique, c'est pas forcément raconter l'histoire de toutes les mères toxiques, mais quand même, vous avez réussi à synthétiser des éléments qui, justement, des phrases qui reviennent souvent, des situations qui peuvent arriver dans différents cadres. Comment est-ce que vous avez réussi à écrire ces passages-là? En fait, ce qu'il y a aussi, c'est qu'il ne faut pas sous-estimer le lectorat. C'est-à-dire que cette scène-là où la mère vient et parle aux collègues en disant qu'en fait, sa fille lui doit tout, c'est quelque chose qui est transposable à plein de situations. Et je pense qu'en fait, les gens, ils transposent spontanément. Nous, ce n'est pas exactement comme ça qu'on a pu vivre les choses. Moi, en tout cas, ça m'est arrivé mais dans d'autres circonstances. Mais ça correspond, pour reprendre ce que tu disais tout à l'heure, c'est l'esprit. Et du coup, les gens, ils voient l'esprit. Ça peut aussi être transposé à l'éducation des enfants. C'est à moi que tu dois le fait que tu es la mère que tu es. Enfin, donc, les gens transposent et ils n'ont pas besoin de nous. Tu vois. On propose quelque chose et c'est ce qui continue de me surprendre, en fait, à chaque retour. C'est à quel point les gens ils se reconnaissent dans une histoire qui, à la base, me paraissait être singulière. Ouais. Donc ça, c'est quelque chose qui était difficilement anticipable aussi. Ben oui, en fait, chaque fois pour le coup, moi, ça m'est arrivé avec plusieurs ouvrages, mais à chaque fois, c'est la même surprise de mettre des choses qui paraissent très, très uniques, très particulières, et de se rendre compte qu'en fait, ça déclenche une identification forte et générale au-delà de ce que je pouvais imaginer, quoi. Oui, c'est ce que tu disais aussi tout à l'heure, c'est que ça fait système, en fait. Oui. Donc, plein de personnes peuvent le vivre, entendre. Et on retrouve la même chose chez plein de gens. Ouais. Même fonctionnement, même phrase, même... C'est assez terrifiant. C'est peut-être le point commun entre vos deux ouvrages aussi, qui votre ouvrage montre comment ça fait système aussi, les privilèges masculins, et puis comment est-ce que c'est difficile des fois de jouer avec ça ou de lutter contre ça. Ouais, parce qu'on a... Il y a quand même, je pense, un certain nombre de mecs qui ont de la bonne volonté par rapport à ça, mais qui ne cherchent pas, ne trouvent pas les ressources pour changer, et puis qui se retrouvent un peu coincés là-dedans, qui ne voient pas, qui écoutent aussi ce que leur dit la société sur le fait que le moindre acte fait par un père va être survalorisé, et donc qui ont l'impression qu'ils sont déjà au rendez-vous, alors que c'est pas forcément le cas, et c'est là où ce qu'on raconte, le système qu'on essaye de décrire, le fait que ça soit pas seulement dû à la volonté des hommes, mais à des raisons politiques et sociétales, ça permet de faire un peu écho, quoi. Je vous rappelle le chat qu'il ne reste plus que quelques minutes pour essayer de gagner les BD. Donc n'hésitez pas à taper point d'exclamation parents dans le chat. Et si vous achetez 2 livres du catalogue Glénat dans les romans graphiques, vous pouvez repartir avec un top. Mais ça marche comment alors après ça? Il y a un tirage au sort? Il y a un tirage au sort exactement dans le chat. Qui est immédiat, enfin à la fin du... Exactement. Génial. Ils sauront donc tout on de va suite à la savoir fin. qui a gagné. Oui, bon après c'est des pseudonymes, mais bien sûr, on va savoir. Ce que tu disais sur le volet politique, il y a aussi une latence ou une non prise en compte de ces sujets par des politiques. Vous, à la fin de l'ouvrage, vous allez voir d'autres modèles. Est-ce que vous pouvez revenir sur ça, cette quête de peut-être que ça peut se passer autrement, peut-être qu'il y a d'autres pistes,
et peut-être que c'est le cas dans d'autres pays. Non, c'est moi. Okay. On a été en Suède en reportage dans la BD. C'était 4-5 jours assez idylliques parce que il faisait très beau et que Stockholm, c'est très sympa, mais que par ailleurs, on a rencontré des gens assez géniaux. On avait un a priori qui est l'a priori, je pense, de tout le monde, c'est que c'est le pays de la parentalité ou du congé paternité long, et donc c'était forcément bien. Et donc il y a eu un premier, on va dire, choc esthétique, c'était d'être dans des parcs et de voir manifestement plus de pères avec des enfants dans des parcs que on en voit en France. Il y avait quand même ce truc où il y avait des pères dans des parcs ensemble en train de discuter avec leurs enfants, ce que franchement, de toute évidence, on voit moins en France. Des grappes de pères autour de poussettes, quoi. Et c'est vraiment un choc graphique, parce que tu vois jamais ça à Paris. À Paris, tu as des nounous, des personnes racisées en général, ou des mères, ou des grands-mères. On en voyait plus, quoi. Voilà, concrètement, partout, il y avait plus de pères qui avaient l'air d'avoir, comme les mères le font tous les jours, mais leur poussette avec leur petite bouteille rechargeable, enfin d'être dans ce job-là pendant un temps, quoi. Et donc on a été à parler avec un certain nombre d'entre eux qui nous ont expliqué qu'ils prenaient 1, 2, 3, 4 mois de congé parental où ils étaient seuls avec leur enfant et que ça avait des implications concrètes. C'est-à-dire qu'il y en a un qui nous dit moi je m'imaginais faire regarder des séries et faire des trucs un peu cool, et puis en fait je me suis pris le camion dans la figure, c'est du boulot, c'est du plein temps, et en même temps je suis content parce que je développe du lien avec mon enfant. Et voilà, et il y avait des pères, enfin c'était rigolo, il y en avait un, il était en train de faire, il était au parc, il était en train de faire sa muscu sur les jeux pour enfants, il y avait son gamin qui n'arrêtait pas de s'échapper, il le rattrapait, et voilà. Et puis après on a eu une espèce de contrepoint qui était intéressant aussi, c'est une chercheuse, une militante féministe assez importante en Suède, qui nous disait toutes deux que le chemin, et même, il ne faut surtout pas l'oublier, la ministre de l'égalité entre les hommes et les femmes, qui est une ministre plutôt de droite, qui nous disait toutes les trois, c'est vrai, on est plutôt pas mal par rapport au reste de l'Europe, mais on n'est pas encore à l'égalité. Les femmes prennent en moyenne 8 mois, les hommes prennent 4 mois. Et ça nous montrait comment des choix sociétaux peuvent faire que les choses soient mieux, plus égalitaires qu'en France, mais comment il y avait une latence du patriarcat assez forte qui faisait que quand même les femmes géraient un peu plus que les hommes, quoi. En fait, la question de l'égalité homme-femme en Suède, c'est un peu comme la sécurité routière en France, c'est-à-dire que c'est un objectif commun et transpartisan. Il y a pas, alors, ils n'ont pas tous les mêmes solutions et il y a des forces progressistes qui veulent aller plus loin, plus vite, etc. Mais nous, on a vu la ministre en charge de ces questions, qui est de droite, dans un gouvernement qui est assez conservateur, bien conservateur. Et c'était hallucinant parce qu'elle avait quand même, elle avait cet objectif commun avec tous les autres, comme nous, on pourrait avoir pour objectif de faire baisser le nombre de morts sur les routes. Donc c'est complètement différent de ce qu'on vit ici en France. Et elle nous disait, donc là on a été la voir je crois en 2023, donc 2024 c'était l'année des 50 ans du congé renouvelé en Suède, enfin un nouveau format en Suède, donc 74, et on lui disait, vous allez fêter ça, c'est génial, tout le monde vous envie. Et elle disait, non, parce qu'en fait on n'a pas du tout atteint l'égalité, donc il n'y a pas de quoi être fier, donc on ne va pas fêter ça, non, merci. On était là, d'accord, ok, voilà quoi. Oui, ça n'atteint pas encore les objectifs. Non. Mais en tout cas, c'est intéressant d'avoir cette idée de poser cette question des pistes. Ouais. Pas juste établir un constat, mais essayer de réfléchir aux pistes. Et puis de voir que c'est l'organisation de la société qui pose problème. Ouais. Bien sûr. Moi, j'avais trouvé ça intéressant dans votre BD, justement, le point de départ de... on n'a pas un perso qui est en train de se rendre compte progressivement de ce qui se passe, mais qui prend conscience et qui après essaye de faire avec. Est-ce qu'on va au repas de Noël qu'est-ce qu'on fait pour les enfants? Est-ce que c'est toxique Est-ce que je ne suis pas toxique en essayant d'empêcher mes enfants de voir leur grand-mère? Qu'est-ce que je fais avec ça, en fait? Et de ce bricolage de ce qui se passe après la prise de conscience. Je pense que c'est une thématique intéressante, parce que ça permet de voir qu'en fait, on fait avec ce qu'on a, on essaie avec ce qu'on a. C'est depuis le départ que vous aviez cette idée de prendre ça comme point de début de la BD? Ça devait démarrer par le premier séjour d'été d'Alix chez sa maman, où elles font le marché ensemble
elles décident qu'elles vont acheter des moules et la mère se plaint de sa petite retraite et Alix achète les moules, ce qui vexe profondément sa maman qui dit mais je peux encore payer des moules. Et puis tu as proposé d'ajouter avant ça la scène sur les compliments. Ouais. Et que la suite vienne comme, je ne sais pas si c'est un... Enfin, ça commence par une scène hyper forte avec des mots qui sont dits d'emblée, quoi. Ouais. Et ça, c'est ton idée. Ouais, je voulais qu'on attaque fort. Ouais. Et pourquoi? Parce que c'est la phrase, moi, qui m'a fait comprendre qu'il y avait vraiment, vraiment, vraiment un truc qui n'allait pas, quoi. C'est vraiment la phrase que... En fait, j'ai 2 garçons et une fille, et ma fille, je la trouve très belle. Et je lui dis tout le temps qu'elle est belle. Comme je dis tout le temps à mes garçons qui sont beaux, en fait. Mais sauf que ma fille, bah voilà, il y a un truc, ça passe pas auprès de ma mère, et qui me dit, invariablement, arrête de lui dire, elle va finir par le croire. Et la première fois qu'elle m'a dit cette phrase, pour moi, vraiment, c'était une claque. J'ai compris, effectivement, pourquoi je me trouvais minable, moche, enfin, tout ce que vous voulez. Et j'ai compris que c'était vraiment un... Enfin non, en fait, j'ai pas compris. J'ai pas compris qu'on pouvait agir comme ça. Et donc, je me suis dit, on va partir de cette phrase. C'est beaucoup plus choc, c'est beaucoup plus percutant. Parce que si moi, ça m'a fait percuter, ça en fera peut-être percuter d'autres. Oui, ça pose le cadre. Ouais, et ça pouvait expliquer aussi pourquoi Alix, le personnage, se sentait perpétuellement en dessous de tout le reste, quoi. Et puis ça a amené les 3 générations aussi tout de suite dans la première scène. Aussi. C'est très bien. C'est vrai que ça mélangeait tout le monde tout de suite. Ouais. Et peut-être que cette scène des moules qui est là du coup après, cette scène où on achète quelque chose pour du coup, on la comprend mieux. Et ben voilà, c'est ça. Ouais. Peut-être qu'on la comprend mieux. Et peut-être qu'on lui trouve moins d'excuses aussi. Oui, parce qu'on pourrait se dire, bah oui, c'est peut-être le rôle d'un parent que d'acheter pour son enfant. Et là, en fait, on a le contexte avant. Oui. Ça fait peut-être plus, Mais cette phrase, j'en ai reparlé à ma mère. Parce que pour lui dire, on fait une BD sur les mères toxiques, t'inquiète pas. Il y a juste une phrase, bon, c'est quand même toi. Et elle m'a répondu, mais oui, je t'ai jamais dit que t'étais belle, mais je t'ai jamais dit que t'étais moche non plus. De quoi te plains-tu? Bah oui. Voilà, terminé. Cette réponse exceptionnelle. Voilà. Très bien. Eh bien, écoutez, je vais tirer au sort dans une minute les gagnants. Je ne sais pas comment vous allez faire pour chez Glénat, mais du coup, je vous annonce qu'on va faire le tirage au sort maintenant. Il y a 55 personnes qui ont tenté leur chance. Qui ont tenté leur chance, exactement. C'est incroyable. Voilà, et qui vont pouvoir repartir avec les 2 exemplaires. Donc, il y a 2 personnes sur ma chaîne qui vont gagner et une personne qui va gagner les 2. Donc, vous repartez bien avec les 2, ne vous inquiétez pas. Merci d'avoir participé à ce live. Pendant que 56. C'est ce que je me dis, je les laisse pendant qu'on conclut. Est-ce que vous pouvez faire un petit peu un tour de vos actus ou vous suivre, les choses que vous avez envie de mettre en avant pour que les gens vous identifient bien? Voilà, de toute façon, L'arnaque des nouveaux pères et Chère Maman sont disponibles en librairie. Si vous achetez les 2 ensemble, vous repartez aussi avec ce tote bag 47 cordes, n'oubliez pas. Mais du coup, voilà, au-delà de ça, est-ce que vous avez des choses que vous avez envie de mettre en avant dans votre travail? Moi, je sors un podcast le 18 juin chez France Inter sur l'histoire secrète de la French Touch, avec tous les acteurs de ce petit courant musical qui se racontent eux-mêmes dans ce podcast en 12 épisodes de 30 minutes. 18 juin. Le rendez-vous est fixé. Moi, j'ai déjà parlé de la fête des pères, donc c'était la principale actu. Non, on a la première BD, Les Contraceptés, qui ressort en édition augmentée avec 20 pages de plus et qui est notre premier bébé, donc pour lequel on a un amour assez particulier, et voilà, et on est content que ça ressorte. Pour parler de contraception masculine, absolument, pour les gens qui viennent d'arriver. Moi, j'ai un roman de littérature générale qui est paru hier chez Robert Laffont qui s'appelle Un arbre à soie et qui parle notamment de charge mentale et de dilution de sa personnalité dans le couple et dans la famille, du point de vue d'une maman. Super. Moi, j'ai une BD qui sort à la rentrée chez Le Duc sur les guérisseuses, les femmes oubliées dans la médecine. Et j'ai 3 premiers volumes d'une petite série de BD, d'une grosse série de petites BD pour enfants qui sort chez Casterman Jeunesse, écrit avec Anna Roy, qui est sage-femme. Super. Trop bien. Trop bien. Ça s'appelle comment? Les petits potes. C'est très mignon comme nom, j'aime beaucoup. Merci. Félicitations à Joupsi d'avoir gagné les 2 BD et je tire au sort la 2e personne. Bravo à Attaque Kiko.
Voilà, j'annonce dans le chat. N'hésitez pas à nous envoyer à m'envoyer à moi un message privé, comme ça je vous transmettrai les BD. Voilà, n'oubliez pas nom, prénom, adresse, et comme ça on peut vous envoyer tout ça à un numéro de téléphone si vous voulez avoir le suivi. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce stream en direct chez Glénat et en direct sur ma chaîne. Merci beaucoup d'être aussi présent à chaque fois pour parler de BD. C'est vrai que c'est cool d'avoir l'occasion de parler de ces formats-là qui ne sont pas forcément non plus beaucoup mis en avant sur Twitch. Voilà, il y a très peu de formats qui existent qui nous permettent de faire ça. Donc merci à Glénat pour l'invitation. On vous dit à très bientôt et n'hésitez pas à suivre Glénat sur les réseaux sociaux pour connaître les prochaines sorties BD. Voilà. Au revoir et merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir.